Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez le droit de répondre. J'espère que vous êtes en pleine forme en tout cas. Bonne année. C'est encore temps de poser ses vœux de bonne année. Pour un hypnotiseur, faire des vœux, c'est toujours une forme de suggestion assez intéressante aussi. Et puis bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Vous êtes un peu plus d'une centaine dans la salle, vous êtes quelques milliers sur Internet à chaque fois. Je ne sais pas comment vous avez connu cet événement, mais souvent les gens les connaissent par les vidéos YouTube et les extraits qu'on met assez régulièrement sur notre chaîne. L'idée de ces cabinets publics, c'est de parler d'hypnose et de montrer certaines choses autour de l'hypnose. Quelquefois, il y a des cabinets publics qui sont plutôt orientés vers les séances en elles-mêmes, un peu comme si on ouvrait un cabinet pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'intimité d'un cabinet de consultation avec un praticien et puis une personne qui a une demande quelquefois assez variée. On peut évidemment, avec l'hypnose, travailler sur tout un tas de choses qui correspondent à nos représentations, à notre imagination, à notre mental, à nos émotions. Et à chaque cabinet public, j'essaie de proposer des choses un petit peu différentes pour que chacun puisse mieux comprendre ce qui se passe vraiment dans une séance d'hypnose. Et puis parfois, dans certains cabinets publics, il s'agit aussi d'expliquer les mécanismes de l'hypnose, pas seulement de montrer des démonstrations orientées accompagnement, mais aussi de rendre compte un petit peu de ce que c'est l'hypnose, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et quelles sont les techniques, les moyens qu'emploie un praticien pour travailler avec quelqu'un et l'accompagner. Et ce soir, je vous propose qu'on soit un petit peu plus dans cette direction-là. Du coup, si ça vous tente, cette soirée peut ressembler à une sorte d'initiation à l'hypnose. Est-ce que c'est un truc qui pourrait vous tenter? Ouais. Alors, on ne va pas tous pratiquer. Je ne vais pas vous donner des exercices à faire comme on le ferait dans une formation, quelque chose comme ça. Déjà, parce que ça serait un peu compliqué, je pense, et ça serait une bonne cacophonie si on commençait à tous faire des séances d'hypnose entre nous. Mais ce que j'aimerais, c'est vous expliquer certains mécanismes pour montrer comment l'hypnose est quelque chose qui est extrêmement logique et pragmatique, même si on touche à la part de nous qui peut être capable de rêver et d'imaginer. Parce que c'est tout le paradoxe de l'hypnose. Tout ce qu'on fait est extrêmement logique. Et en même temps, ça vient réveiller la part de nous qui est capable de s'émerveiller, qui est capable de rêver. Et je pense que c'est une des choses même qui fait que l'hypnose est intéressante. Il y a sans doute des gens ici qui découvrent l'hypnose, et dans les gens qui nous regardent aussi sur Internet, il y a sans doute des personnes pour qui tout ça est un monde complètement nouveau à découvrir. Des personnes sans doute ici qui connaissent bien l'hypnose, qui la pratiquent peut-être même, ou qui l'ont déjà vécu en séance. Et ce que je vais vous dire, évidemment, c'est propre à une vision de l'hypnose, et il n'y a pas une vision de l'hypnose, il y en a plusieurs, et à chaque cabinet public, j'essaye aussi de prendre des points de vue un peu différents pour ne pas rentrer dans un certain dogme ou un autre, mais juste présenter à chaque fois plein de formes d'hypnose. Mais forcément, à chaque fois, il y a un parti pris, même si j'essaie de le renouveler assez régulièrement. Si on parle de l'hypnose, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais la plupart des gens qui entendent parler de l'hypnose la première fois, ils ne savent pas du tout comment réagir à ça. Il y a souvent un mélange une part de nous qui peut être très intéressée par ce que ça peut être, et puis une part de nous qui ne sait pas trop comment s'occuper de ça et qui quelquefois est un peu dubitative. Je vous propose une expérience. Si vous sortez de cette soirée puis que vous allez rencontrer des amis ce soir, demain, après-demain, et que vous leur dites j'ai appris un peu sur l'hypnose, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de réactions. Il y a les gens qui font ah bon? Il y a ceux qui ne veulent plus vous regarder dans les yeux. Ce qui est amusant sur le coup. Alors, si vous testez, hein, je vous invite en tout cas à le tester, vous allez voir que les réactions sont très intéressantes et nous apprennent déjà plein de choses sur la nature humaine en fait. Alors les gens qui n'osent plus vous regarder dans les yeux, le petit truc à leur faire, c'est « rassure-toi, ça passe pas par les yeux ». Vous allez voir que ça va les rassurer une demi-seconde en fait. Parce que forcément après on se dit « mais par quoi ça passe ?» Et c'est une des questions que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est par quoi ça passe l'hypnose et comment ça fonctionne. Il y a ceux qui vont vous dire « j'y crois pas ». Drôle de réponse en fait quand on y pense, parce que dans quel contexte de vie on peut avoir un avis suffisamment fort sur une discipline pour déjà savoir qu'on n'y croit pas avant même de savoir ce que c'est? Pas beaucoup, hein, je crois. Vous imaginez si vous dites à quelqu'un, moi j'ai un doctorat en physique nucléaire, et que la personne dit, oh, moi aussi j'y crois pas. Ou moi je suis ethnologue, je crois pas. Non, jamais en fait, il n'y a que l'hypnose, je crois, je ne sais pas si vous pensez à d'autres domaines où les gens sont capables d'avoir un avis sans avoir aucune connaissance réelle sur la matière. C'est pas très logique, non? Moi, je ne sais pas vous, mais la plupart des gens qui ont cette réponse-là, de j'y crois pas, en général, sont des gens pas du tout cartésiens, en fait. Sinon, ils essaieraient déjà d'avoir des informations sur le sujet. Donc, c'est intéressant parce que souvent, si vous tombez sur des gens qui font ça, ce sont d'excellents sujets d'hypnose, en fait. Ils sont déjà dans leur imagination, quelque part. Ils ne sont pas du tout en contact avec la réalité. Vous avez les personnes qui vous disent « oh, mais c'est de la manipulation ». La réponse, normalement, c'est oui. C'est de la manipulation. Mais on peut demander aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par manipulation et comment ils définissent ce terme, et souvent vous allez voir qu'ils en ont une vision négative. C'est très étrange, dans notre société, on a accolé le mot manipulation à une connotation négative. Alors que manipuler, ça peut être très beau, non?
C'est une maman manipule son enfant, c'est l'envie qu'il survive. Et puis un kiné va vous manipuler pour réparer votre corps. Et puis un enseignant va vous manipuler pour que vous puissiez apprendre. En fait, ce mot-là, il est neutre, ça dépend ce qu'on fait avec. Mais les gens imaginent souvent que quelqu'un qui sait faire quelque chose va l'utiliser de manière abusive. Bon, pourquoi pas? Tout est possible. A priori, une personne qui passe des années à apprendre l'accompagnement va plutôt le faire pour aider quelqu'un. Mais c'est vrai que l'hypnose, c'est le fonctionnement humain, c'est l'apprentissage du fonctionnement humain. Et une fois qu'on connaît le fonctionnement humain, eh bien, on va voir qu'on peut agir sur l'imagination. C'est une des choses qu'on va un petit peu étudier ce soir. Et c'est vrai qu'on peut faire imaginer à quelqu'un quelque chose qui n'est pas très agréable, ça créera une émotion négative, mais a priori, quand on fait de l'accompagnement, on n'est pas dans le positif ou négatif, on est dans le changement. Et on va accompagner les gens vers le changement. Sauf que changer, parfois, ça fait un petit peu peur, et donc on parlera notamment de cette notion de résistance. Quand quelqu'un est sur le point de changer, il y a souvent des choses qui résistent un petit peu parce que la nouveauté n'est pas toujours confortable, et peut-être que le métier d'accompagnant en hypnose, c'est rendre confortable le changement pour les gens. Peut-être que c'est la fonction justement de quelqu'un qui fait de l'hypnose. Et puis, il y a des avis tranchés sur l'hypnose. Il y a les gens qui vont dire « Ah mais moi je ne suis pas hypnotisable ». On va essayer de voir que tout le monde l'est, évidemment, que c'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était un don d'être hypnotisable ou une capacité particulière. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement intelligent pour être hypnotisable. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps dans un article qui disait que les surdoués étaient plus hypnotisables que les autres. Ben non, non, je ne pense pas en fait. Je pense qu'évidemment, notre imagination nous aide. Mais ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on est hypnotisable. On ne peut pas faire une relation aussi simple entre les choses. Vous voyez, c'est comme si on disait, y a des gens qui sont plus sensibles à la musique et donc tout le monde n'est pas... ça serait quoi être sensible à la musique? Est-ce qu'il y aurait un mot pour dire ça? Pas forcément mélomane, mais en tout cas, c'est comme s'il y a des gens qui vous disent je suis musicien, puis qu'il y a des gens qui disaient oh, moi, la musique marche pas sur moi. Vous aurez sans doute tendance à dire ben, peut-être pas tous les styles de musique, non? Peut-être qu'il y a des styles qui te plaisent et d'autres non. Peut-être que tu n'as pas encore été éduqué à la musique et peut-être qu'il y a des styles de musique peut-être qui te bouleverseraient, mais ça demanderait peut-être d'explorer un petit peu. Je pense qu'on trouverait ça étrange, même quelqu'un qui vous dit à moi, la littérature, ça marche pas. Tiens, cette personne n'a peut-être pas lu encore les livres qui vont vraiment l'aider à rentrer dans peut-être des romans, peut-être des styles littéraires, peut-être des manières d'amener l'imagination avec les mots, peut-être la poésie, peut-être d'autres choses qui stimuleraient cette personne. Peut-être qu'elle n'a juste pas trouvé sa façon de rentrer dedans. Et ce que j'aimerais vous montrer aussi ce soir, c'est qu'en fait, on est tous hypnotisables, mais pas de la même façon. Et quelque part, heureusement, c'est rassurant sur l'humain, je trouve, qu'on ne soit pas tous hypnotisables de la même façon. Bref, il y a plein de choses à dire là-dessus, on ne fera sans doute pas le tour en une soirée comme ça, mais si on peut déjà explorer ces questions-là, je trouve que ça fait un beau programme pour ce soir. Vous êtes prêts? Super, s'il y a des gens qui veulent partir en courant, c'est encore possible. Et évidemment, je pense que le mot hypnose est tellement fort que quelquefois c'est intéressant de le laisser un petit peu de côté. Parce que ce mot-là, il empêche les gens de réfléchir souvent à la question. Dès que vous dites hypnose, le mot est tellement puissant en fait dans ce qu'il va déclencher comme réaction, tellement clivant aussi dans ce qu'il va déclencher comme réaction, que souvent il faudrait pouvoir parler de l'hypnose sans utiliser le mot hypnose. Donc je vous propose ce soir qu'on invente un nouveau mot pour parler d'hypnose. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mot Bon, vous remplacez hypnose par n'importe quel mot qui n'existe pas encore, et puis on faire un néologisme comme ça. Et sans doute que ça aiderait à en parler bien, en fait. Ça éviterait tous les a priori, et les clichés surtout. Les clichés de l'hypnotiseur, vous le connaissez, c'est les gros yeux, la voix grave. Bonjour, je vais parler à votre inconscient. C'est vrai que c'est pas rassurant, quelqu'un qui nous dit ça comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remonter un petit peu aux origines de l'hypnose moderne. Je ne dis pas aux origines de l'hypnose tout court, parce que ça, on retrouve ça dans quasiment toutes les traditions qui ont existé. Des gens qui s'intéressent pas à ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui, pas forcément ce qu'on appelle l'hypnose aujourd'hui, mais de manière générale à la modification de l'état de conscience des gens. À l'exploration des états de conscience, tout simplement. Mais ça, on le retrouve dans beaucoup de civilisations, avec dans chaque culture des moyens de transformer l'état de conscience, que ce soit des moyens naturels, par la parole, par la rhétorique, par le sport, par le mouvement, par la danse, par la musique, ou des moyens, entre guillemets, artificiels, avec des produits, toutes sortes de champignons et environ tout ce qui pousse dans n'importe quel pays et qui permet de modifier l'état de conscience. Dans toutes les cultures, il y a eu des moyens de modifier l'état de conscience. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on avait un peu oublié dans notre civilisation. Alors, il y a d'autres cabinets publics dans lesquels j'ai parlé de tout ça, donc je ne reviens pas spécialement dessus, je saute un petit peu cette question-là. Mais dans notre culture, pour plein de raisons historiques, on a oublié la culture des états de conscience, on a oublié d'aller explorer les états de conscience, ce qui fait que ça a dû être redécouvert. Et c'est intéressant quand on y pense. Il y a un peu plus de 200 ans,
toutes ces questions-là ont dû être un peu redécouvertes et en faisant beaucoup d'erreurs, comme toute chose qu'on redécouvre, il y a besoin quelquefois de faire beaucoup d'erreurs pour essayer de comprendre un peu ce qu'on fait. Alors imaginons, on est dans les années 1870, je pense, 1770, excusez-moi plutôt. Mesmer arrive en France, à peu près, quelques années près, j'ai plus la date précise, mais ça doit être quelque chose comme ça, 67 ou 70. Mesmer arrive en France, Mesmer c'est un médecin autrichien qui découvre un truc bizarre, qu'il ne comprend pas, qu'on appellera hypnose un peu plus tard, mais qu'il voit comme une forme de magnétisme. À l'époque, on s'intéresse au magnétisme des aimants, au magnétisme minéral, une sorte d'énergie comme ça qui fait que, vous voyez un peu le truc, hein, deux aimants, ça va se repousser, le lien avec le métal, etc. Et on pense qu'il y a des propriétés autour du magnétisme qui sont intéressantes, notamment pour la médecine. Mesmer est un médecin et s'intéresse à ça. Et il a l'impression qu'il existe un magnétisme dit animal, c'est-à-dire pas seulement dans les minéraux, mais aussi entre les êtres, entre les animaux, entre les êtres humains aussi. Et il a l'impression qu'en utilisant ce magnétisme, il va se passer quelque chose, et il en fait un acte thérapeutique, puisque des gens viennent consulter Mesmer et ont des guérisons, entre guillemets, quelquefois spectaculaires. Un des cas qu'il a fait connaître à l'époque où il était encore en Autriche, c'était une personne qui avait des problèmes de vue et qui retrouve quasiment la vue avec Mesmer. Bon, c'est des choses qu'on voyait à l'époque, des cécités hystériques, des choses comme ça. Et forcément, bah, ça fait un peu parler, hein, quand quelqu'un fait ça. Vous imaginez, je vais te faire une séance d'un truc un peu bizarre, mais et tu vas retrouver la vue, c'est un peu étonnant. On ne comprend pas du tout le phénomène, Mesmer le comprend très mal, il fait beaucoup d'erreurs d'interprétation, mais il y a quelque chose qui fonctionne, et c'est ça qui est intéressant dans le travail de Mesmer. Alors pour ceux qui veulent s'intéresser au personnage, c'est un personnage haut en couleur, avec un énorme ego, avec des théories qu'on trouve très bizarres aujourd'hui, mais qui pour l'époque étaient quand même d'actualité. Il faut imaginer qu'à cette époque, la médecine consiste à équilibrer les quatre fluides du corps, et qu'on fait des saignées avant tout quand les gens vont mal. Vous dites ça à un médecin aujourd'hui, il va dire « ça a un peu bougé depuis ». Bah, l'hypnose d'aujourd'hui, elle a un peu bougé aussi, mais à l'époque de Mesmer, c'était très autoritaire l'hypnose. En fait, on ordonnait à quelqu'un de rentrer dans un autre état de conscience. Et si ça marchait, la personne était hypnotisable, et si ça ne marchait pas, la personne n'était pas hypnotisable. Mesmer avec pas mal de charisme, et puis une certaine réputation qui le précédait aussi, on imagine l'effet placebo d'un personnage comme ça. Vous voulez qu'on fasse un test à la Mesmer de l'époque? Pour jouer un petit peu. On ne va pas le faire complètement, mais juste un petit jeu comme ça. Mesmer, je vous disais, était très autoritaire, c'est-à-dire qu'il pensait que ce fluide, il allait avec la volonté aussi, c'est-à-dire qu'il ordonnait aux gens de faire des choses, il imaginait qu'il faisait passer un fluide comme ça vers les personnes et que ça a changé quelque chose dans leur façon d'être, dans leur corps, dans leur ressenti, etc. Donc ça donnait des séances extrêmement directives, avec des choses comme « et maintenant », il avait un accent autrichien, je pense qu'il était autrichien là. « Et maintenant, je peux vous le faire avec une sorte d'accent autrichien. Vous allez rentrer dans un autre état de conscience dans quelques instants. » Je ne sais pas s'il parlait vraiment comme ça, mais on imagine que ça devait jouer, non, l'accent dans l'hypnose. Faisons un petit test comme ça pour s'amuser. Je vous dis bien que c'est un test à la Mesmer d'il y a... Donc on imagine, hein, on est il y a 2 siècles et plus, et on fait un petit test pour s'amuser. Ça vous tente? Alors mettez-vous debout. Cette suggestion est bien passée déjà, c'est très bien. Je rassure aussi, s'il y a des gens qui ne veulent pas faire le test, vous pouvez, hein, mais à ce moment-là, asseyez-vous, comme ça je... Et on va faire comme si on était il y a voilà, cette époque-là, avec sans doute d'autres croyances à cette époque-là, avec d'autres mythes, avec d'autres façons de penser. On serait à Paris aussi, puisque Mesmer pratiquait à Paris, puis aussi autour de Paris. Enfin, on l'a un peu viré d'Autriche, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, il a été mal vu au bout d'un moment là-bas. Il était un peu en avance sur son temps, et il est arrivé en France parce que c'était le siècle des Lumières, et parce qu'on pouvait parler de certaines choses qui n'étaient pas forcément accessibles ailleurs. Donc, il arrive et il fait des tests, souvent il prend les gens par 20 ou 30, alors là vous êtes un peu plus d'une centaine, mais ça fonctionne quand même. Hein. Et si je suis Mesmer, ben, j'ai un fluide évidemment, enfin je crois avoir un fluide en tout cas. Alors je vais vous faire tester ce fluide. Je vais vous demander de mettre les bras le long du corps. Je vais faire avec l'accent français, ça sera mieux. Hein. Je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne respiration, de gonfler à fond les poumons, de vider tout l'air des poumons, de remplir à nouveau tous les poumons et... Maintenant, vous allez imaginer que votre corps commence à être attiré vers l'avant, comme s'il y avait une sorte de fluide, une sorte d'attirance, une sorte de magnétisme qui fait que votre corps est attiré vers l'avant. Le corps est de plus en plus attiré vers l'avant, comme s'il y avait quelque chose qui le faisait bouger, qui le faisait attirer dans cette direction. Comme si quelque chose venait vous pousser derrière le dos, dans le dos, pour vous attirer de plus en plus vers l'avant. Le corps commence à osciller de plus en plus. Cette sensation va s'amplifier, va augmenter. Vous êtes de plus en plus attiré vers l'avant, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus intense. Et ça devient tellement intense à un moment donné que vous sentez que tout en vous commence à aller dans cette direction.
Puis maintenant, avec mon fluide, entre guillemets, je vais vous repousser vers l'arrière. Vous allez imaginer que quelque chose vient vous pousser vers l'arrière, comme si une force invisible commençait à pousser le corps dans l'autre direction. Le corps est attiré vers l'arrière, de plus en plus attiré vers l'arrière, de plus en plus poussé vers l'arrière. Sentez-le de plus en plus, ça s'amplifie de plus en plus, et ça grandit, restez debout quand même. Je vois qu'il trébuche un petit peu, tout va se passer bien. Et puis maintenant, on va le faire une dernière fois, votre corps va être attiré vers l'avant, de plus en plus attiré vers l'avant. Et vous allez sentir que souvent, on apprend ça, et que plus on le fait, plus ça devient fort et intense, le corps est encore plus attiré vers l'avant. Comme si quelque chose l'attirait, le faisait basculer, l'a capté dans cette direction-là. Le corps est de plus en plus attiré vers l'avant. Ok, on va s'arrêter là, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Je vais vous proposer de retrouver un bon équilibre, de rouvrir les yeux, de prendre une bonne respiration, de vous rasseoir. Et puis, on va faire un petit sondage. Qui a ressenti que son corps bougeait? Levez la main. Bon, quasiment tout le monde. Ce qui fait que ma démo est ratée, parce que normalement, il n'y a que la moitié des gens qui devaient... C'est super, ça fait plaisir en même temps. Qui l'a ressenti plus fortement la troisième fois que la première fois? Ouais, qui l'a ressenti plus fortement la première fois? Ok. La deuxième? D'accord, c'est intéressant, c'est pas du tout les mêmes personnes à chaque fois. En fait, si on fait ça, c'est bien hein, si ça marche pour quasiment tout le monde, peut-être 80% des gens avoir levé la main, il y en a quelques-uns qui n'ont pas levé la main quand même, mais c'est très bien, mais logiquement, ça ne doit pas marcher à tous les coups. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai fait comme accompagnement là était extrêmement directif. Et en fait, ce sont des ordres que je vous ai donnés. En fait, à l'époque de Mesmer, on pensait que ça fonctionnait comme ça, donc ça allait faire que ça. Et voilà, j'ordonne aux gens de vivre quelque chose, je leur impose de vivre quelque chose. Vous allez vous détendre maintenant, vous allez vous détendre profondément, de plus en plus profondément, vous allez rentrer à l'intérieur de vous de plus en plus. Séquence comme ça qu'on retrouve aujourd'hui dans l'hypnose de spectacle. Si vous écoutez un hypnoseur de spectacle, c'est très... c'est fort, c'est un peu agressif même quelquefois. Il y en a qui jouent même une carte un peu ouais, virulente, quoi, assez autoritaire. Moi, je sais pas, mais si on me fait ça, j'ai pas envie en fait. Quand on me donne des ordres, il y a un truc à l'intérieur qui fait « Oh, non ». Bon, si la personne est sympa, ça va, mais si en plus c'est un peu méchant, autoritaire comme ça, je sais pas, ça dépend des gens, mais on a tous des réactions différentes avec ça. Je vous fais faire ce test, mais on pourrait le faire un petit peu différemment, ce test. Tiens, pour vous trois, par exemple, vous avez senti votre corps qui bougeait? Un petit peu, oui? Ok, super. Pour tous les trois, c'est bon. Alors, vous voulez bien faire une petite expérience? Je vais proposer de vous remettre debout, juste tous les trois, puis pour les autres, comme ça, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, les bras le long du corps, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et on va faire une expérience. Vous allez imaginer qu'il y a quelque chose de très important devant vous. Vous savez, parfois, un peu comme si il y avait un cadeau important devant vous et qui contient quelque chose que vous désirez très fortement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué comme parfois, naturellement, on est attiré par quelque chose comme ça. Comme si on avait envie d'aller dans cette direction, comme si on avait envie d'aller vers ce cadeau pour pouvoir l'ouvrir. Et ressentez à quel point votre corps peut avoir cette envie-là, peut la ressentir. Et demandez-vous, comment ça se passe, comment ça fonctionne quand cette envie, elle grandit encore? Jusqu'à ce que votre corps soit naturellement attiré vers l'avant. Imaginez qu'il y a quelque chose qui capte encore plus votre attention devant. Vous savez, comme si quelqu'un vous parlait en chuchotant et que vous n'entendiez pas vraiment cette phrase, que vous n'entendiez pas vraiment les mots. Et le corps réagit à quelque chose comme ça. Alors vous voyez là, cette fois, je n'ordonne pas quelque chose, on passe juste par l'imagination. Et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans le corps. Je vais vous proposer de rouvrir les yeux et de me dire, est-ce que vous avez plus senti avec cette méthode-là ou avec la méthode de tout à l'heure? Avec celle-là? Tous les trois avec celle-là? Ok. Pourtant, alors pour toi particulièrement, comme tu étais devant moi, tout à l'heure, ton corps il bougeait plus dans l'expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, tu l'as quand même ressenti plus. Je vais te proposer de le faire à trois pour potentiellement avoir des réponses différentes. Merci beaucoup. En fait, vous voyez, ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Dans le premier cas, on ordonne. Dans le deuxième cas, on suggère, on propose, on raconte une histoire, on stimule l'imagination. La personne ne se sent pas obligée de faire quelque chose, elle se sent prise dans une forme de pensée. Vous sentez bien la différence, je pense, entre les deux. À l'époque de Mesmer, on pensait que l'hypnose était un pouvoir et qu'on allait imposer quelque chose à quelqu'un. Et que si la personne était réceptive à ce pouvoir-là, elle allait rentrer dans l'état d'hypnose, et si elle n'était pas réceptive, elle n'allait pas rentrer dans cet état d'hypnose. Mais comme pour tout le monde, on avait une méthode comme ça qui était très forte, il y a des gens évidemment qui étaient réfractaires à ça.
Et de là vient le mythe de gens qui ne rentreraient pas sous hypnose. Mythe qui a la dent dure, puisque encore aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent des choses comme ça. On pense qu'il y aurait des gens plus ou moins hypnotisables. Il y a une étude assez récente qui a montré quelque chose de très intéressant. Vous savez que les premières études scientifiques sur l'hypnose, ça remonte un petit peu maintenant, étaient basées sur des échelles d'hypnotisabilité. C'est-à-dire, on faisait passer aux gens différents tests de plus en plus complexes. On commence par des tests très simples, par exemple comme celui-là, test de tirer vers l'avant, vers l'arrière. Puis des tests un peu plus complexes, encore un peu plus complexes, pour voir jusqu'où les gens peuvent avoir des réponses hypnotiques. Alors imaginez, les tests simples, ça peut être des choses comme ça, puis les tests complexes, ça peut être avoir l'impression qu'un objet qui n'est pas là, a donc une sorte d'hallucination totale. Alors on imagine bien qu'une hallucination, c'est un peu plus complexe que le fait d'être attiré vers l'avant, vers l'arrière, et puis on imaginerait comme une échelle avec plein de barreaux, du plus facile au plus difficile. Et on faisait passer aux gens des tests d'hypnotisabilité pour voir à quel niveau ils étaient réactifs. Alors, il y a différentes échelles et puis différentes formes de tests, mais en gros, pour résumer, si on fait faire ça à une centaine de personnes ou plus, on va avoir des résultats qui reviennent un peu toujours. On s'aperçoit qu'il y a environ 20% des gens qui ne vont pas très loin dans l'échelle, c'est-à-dire qu'ils vont réussir souvent les premiers tests, puis dès qu'on complexifie un peu les choses, ils rentrent un peu moins dans ce qui est proposé. Il y a environ 20% des gens qui vont jusqu'au bout de l'échelle, c'est-à-dire qu'ils arrivent à quasiment réaliser tous les tests qu'on leur propose, même les plus complexes. Et puis il y a donc 60% de gens qui sont en intermédiaire, donc ils arrivent à bien rentrer dans l'expérience, ils ont déjà des belles choses, mais ils échouent aux tests les plus complexes. Et pendant longtemps, on s'est dit, ben voilà comment fonctionne la population, il y a des gens qui rentrent plus ou moins dedans. Puis un jour, il y a un petit malin qui a tenté une expérience un petit peu différente. Et qui s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on fait croire à tout le monde qu'ils réussissent très bien les premiers tests? Intéressant comme expérience. C'est-à-dire que même ceux qui ne rentraient pas bien dans les tests, on leur dit, oh génial, vous avez réussi. Et bien vous savez ce qui se passe? Quasiment tout le monde réussit du coup tous les tests, même les plus avancés. C'est génial quand on y pense. Ça veut dire que si on fausse le jugement des gens, si on leur donne un mauvais feedback et qu'on les trompe un peu au début, et bien après ils rentrent dans le processus et ils vont jusqu'au bout et ils ont des résultats qui sont extrêmement impressionnants. C'est génial quand on y pense, non? C'est-à-dire que tout d'un coup, la question n'est pas de savoir si on est hypnotisable ou pas, mais quelle préparation il faut pour qu'on puisse rentrer dans l'état d'hypnose. Et ça, à l'époque de Mesmer, on en était très très loin. Je passe un petit peu Mesmer. Après Mesmer, il y a des gens qui ont quand même commencé à se poser la question de la suggestion. Qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer sous hypnose? Et il y a des gens qui se sont dit peut-être qu'il n'y a pas de magnétisme, peut-être qu'il y a de la suggestion, peut-être qu'on s'est trompé sur la première hypothèse. Ou qu'en tout cas, le moteur, il est dans la suggestion. Mais à l'époque, on ne comprenait pas bien la suggestion. Il faut bien s'imaginer que même si l'art de la rhétorique est très ancien, déjà on l'avait un peu perdu, hein, cette époque-là, on n'était pas à l'époque des Grecs où la rhétorique était enseignée partout pour tout le monde, enfin tous les citoyens en tout cas. Donc on n'était pas trop là-dedans. Et puis surtout, la question de suggestion, on avait l'impression que c'était imposer quelque chose à quelqu'un encore. Mais dès qu'on commence à penser que c'est une suggestion, l'hypnose se modernise légèrement. On suggère à quelqu'un, par exemple, de ne pas sentir quelque chose. On suggère à quelqu'un de focaliser sur quelque chose. Et on voit que ça marche déjà un petit peu mieux. On n'est plus dans l'idée de faire passer un fluide, on est dans l'idée de faire passer une idée. Déjà, c'était une grande évolution dans l'histoire de l'hypnose. Et c'est à partir de là qu'il y a notamment certaines personnes qui s'en servent pour l'anesthésie de l'hypnose. Imaginez, vous allez chez le dentiste à l'époque, donc souvent à un coin de rue, hein, avec un type qui va vous arracher une dent. Je ne sais pas quel était le niveau de tolérance à la douleur il y a 2 siècles, mais à mon avis, il était un peu plus élevé que le nôtre. Vous imaginez chez le dentiste à l'époque, j'ai mal aux dents, eh ben j'ai une pince, on va régler le problème. Ça va être des solutions assez basiques hein, quand même. Et donc ça commence avec des dentistes qui d'un coup se disent, et si on pouvait annuler la douleur? Et il y en a qui testent, et parfois ça marche. Alors parfois ça ne marchait pas, mais c'est pas grave, hein. De toute façon il n'y avait rien d'autre. Bonne rasade d'alcool à mon avis, et hop. L'opium, tout le monde ne pouvait pas se payer un truc comme ça à l'époque. C'était la seule chose qu'on pouvait connaître a priori pour la douleur. Et puis bah, sinon, il y avait l'agneau. Parce que même serrer un truc dans les dents, ça ne marchait pas chez le dentiste, en fait, pour le coup. À part la main du dentiste, mais ça, c'est pas terrible. Donc, il y en a qui commencent à se dire, on va suggérer à la personne de ne pas sentir sa mâchoire, de ne pas sentir ses dents, etc. Et il y en a qui ont des bons résultats. Ceux qui ont des bons résultats, évidemment, ils ont une très bonne réputation à cette époque-là. Vous imaginez que ça se sait vite, hein. Ah, si tu vas chez lui, ça marche, tu sens rien. Bon, les gens ont vite la queue devant chez eux quand ça fonctionne comme ça. Puis si ça ne marchait pas, les gens avaient mal quand même, mais en tout cas, ils essayaient. Mais ce que certains ont commencé à comprendre à ce moment-là, c'est qu'il devait sans doute y avoir une très forte attente chez les personnes. J'ai très mal, il y a un type qui me dit, si tu m'écoutes très attentivement, tu n'auras pas mal. Je vais peut-être l'écouter attentivement, en fait. Je vais peut-être pas avoir envie de résister.
Et on s'aperçoit qu'avec le travail sur l'anesthésie, il y a des gens qui commencent à bien comprendre la suggestion et qui se rendent compte que tout est subjectif dans nos ressentis et qu'on peut influencer cette subjectivité-là si on capte bien l'attention des gens. Grosse évolution du coup dans l'hypnose. Ça avance encore un petit peu, il y a des gens qui commencent à se poser la question de la manière de faire passer une suggestion. Et là, on est vraiment au début de l'hypnose moderne. Avec notamment les premières recherches sur le placebo, avec les premières recherches sur la capacité d'action de l'imagination, comment l'imagination influence notre réalité, et les premiers penseurs qui commencent à se dire qu'en fait, la réalité, elle est modifiée par notre imagination. Et que même si on est tous ici dans la même réalité, on a quelque chose de complètement subjectif dans la manière de la vivre et de la percevoir. Et là, on commence à considérer l'hypnotiseur non pas comme quelqu'un qui nous impose une suggestion, mais comme quelqu'un qui interfère entre nous-mêmes et la réalité, entre la manière dont je perçois la réalité, comment elle est transformée par mon cerveau, comment elle est biaisée par mon cerveau. Et là, l'hypnose commence à devenir passionnante, puisque tout d'un coup, on se dit, le but, c'est pas de forcer quelqu'un à vivre notre expérience, le but, c'est de lui apprendre à modifier sa subjectivité. Faisons un test. Je vais vous proposer à tous les quatre, là, au premier rang, de faire un petit test. Vous êtes prêts? Puis pour les autres, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ce que je vais vous demander, ça va être... mettez une main comme ça. OK? Parfait. Vous allez fermer les yeux, comme ça, vous n'avez pas de repère visuel par rapport à ce qui se passe. Mais concentrez-vous sur votre main. Je vous demande maintenant d'imaginer que votre main est attirée sur le côté. Et vous savez que ce n'est que de l'imagination. Imaginez que votre main est attirée sur le côté. Alors voilà, ça commence à bien partir sur le côté, là aussi. Là un petit peu moins, là il y a des premiers petits mouvements. Continuez à imaginer que la main est très fortement attirée sur le côté. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, pour l'instant je donne des directives, même si je le dis avec un ton plus sympathique que tout à l'heure. Je vais faire une autre forme de suggestion. Ne vous concentrez pas sur l'idée que votre main est attirée sur le côté. Ne cherchez pas à amplifier ce mouvement. Je vais faire une autre forme de suggestion. Demandez-vous jusqu'où votre main va être attirée sur le côté. Et à quelle vitesse cette attirance va grandir. Je me demande à quel moment votre main va se mettre à bouger toute seule dans une direction qui n'était pas forcément prévue. Demandez-vous, est-ce que la main est encore plus attirée sur le côté vers le haut ou vers le bas? Et là, on commence à avoir des réactions chez tout le monde. Elle continue à s'amplifier pour ceux pour qui il y avait déjà des réactions, puis elle commence vraiment pour ceux pour qui il n'y avait pas de réaction encore au début. Je proposais de laisser tout doucement cette expérience se terminer, de reprendre consciemment le contrôle de la main, de recommencer à la bouger de manière un peu plus habituelle, de reprendre une bonne respiration, d'ouvrir les yeux. C'était comment cette petite expérience? Bien? Ça va? Ça bougeait un peu? Il faut un petit peu de temps. D'accord, il y avait des mouvements intéressants en tout cas à la fin. Comment tu sentais ta main? Quand? À quel moment? Vers la fin? Elle est partie. Elle est partie, oui, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Parce que, je ne sais pas si pour tout le monde, vous ne voyez pas, mais pour vous trois, il y avait des mouvements qui étaient assez réguliers. Pour toi, c'est parti très vite. Toi, ça allait assez vite aussi au début. Chez toi, au début, ça bougeait pas trop. C'était assez figé. On sentait même qu'il y avait une raideur dans le bras. Pour toi, au début, c'était détendu, mais stable. Progressivement, chez toi, c'est venu aussi, puis ça s'est un petit peu amplifié pour tous les deux, de manière continue. Il y a une petite accélération à la fin. Pour toi, c'était intéressant parce que c'était un peu figé. Puis d'un coup, il y a eu des mouvements un peu comme ça. La main, elle a commencé à se figer un petit peu. Puis il y a eu des petits spasmes qui se sont créés. Et puis elle a bougé un peu sur le côté, mais en fait, ce n'était pas le mouvement le plus intéressant. Le mouvement le plus intéressant, c'était vraiment cette tension qu'il y avait dans la main et qui avait l'air d'être très inconsciente pour le coup, et de laisser quelque chose se faire tout seul. Donc ça, c'est des réactions qu'on a parfois aussi en hypnose. Alors déjà, vous voyez, 4 personnes, 4 réactions complètement différentes. Pourtant, la suggestion est très simple. Pourquoi? Parce que chacun interprète et vit la suggestion différemment.
Au début, je commence avec des demandes, des suggestions directes, qu'on utilise finalement assez peu en hypnose moderne, parce qu'elles risquent de ne pas marcher, ces suggestions-là. Quand on fait une demande à quelqu'un, ce qu'on appelle nous en termes techniques une suggestion dite directe, eh bien, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. C'est comme quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il peut vous dire oui ou non. Vous voyez? Et on n'a aucune idée au début si la personne va dire oui ou si elle va dire non. Bon, si je fais un spectacle d'hypnose, je peux me contenter de suggestions directes parce que je ne vais pas prendre tout le monde sur scène, je vais prendre que quelques personnes. Donc il suffit qu'il y en ait quelques personnes qui rentrent très bien dans l'expérience pour que je fasse mon spectacle. Mais si je suis en séance avec quelqu'un, je ne peux pas risquer qu'une suggestion ne passe pas du tout. Je suis obligé de tester d'autres méthodes. J'en ai testé plusieurs, on va les décoder un petit peu. Il y en a, je pense que vous avez bien compris, mais on va mettre des mots dessus parce qu'on les comprend parfois intuitivement, mais en les expliquant, ça fait sens. Quand j'aurais dit, par exemple, ne vous concentrez pas sur l'idée que votre main est attirée sur le côté. Comment on réagit à ça, à votre avis? On comprend une suggestion comme ça. On ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce qu'on nous a demandé de ne pas imaginer, non? Alors, je ne sais plus comment j'ai formulé la phrase, mais on peut prendre plusieurs exemples. Si je te dis, par exemple, ne contrôle pas ta respiration. C'est très compliqué, cette phrase-là. Ne cherche pas à amplifier ce sourire. Et ça crée du rire. En fait, on ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'on nous demande de ne pas faire. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on ne devrait pas penser. C'est une manière d'orienter l'attention différemment. Posez-vous tous la question. Vous êtes comme ça, et mentalement, vous recevez une phrase qui est « ta main est attirée sur le côté ». Vous pouvez, pour certains, vous dire « j'aurais dit oui ». Peut-être que pour d'autres, j'aurais dit non. Peut-être que pour certains, vous aurez juste été dans l'attente. J'attends de voir ce qui se passe. Donc je peux participer ou pas à l'expérience. Je peux accepter ou pas accepter la suggestion. Donc j'ai le choix. Mais si quelqu'un vous dit, et essaie de ressentir ce que ça peut vous faire, ne te concentre pas sur l'idée que ta main est attirée sur le côté et commence à bouger toute seule. On ne peut pas s'empêcher d'aller se poser la question et d'aller vérifier. Et en vérifiant, on va créer. Parce qu'on mobilise notre imagination sur le phénomène. Attends, je ne dois pas penser à ma main qui est attirée sur le côté. Du coup, je me focalise sur l'idée qu'elle peut être attirée sur le côté. Du coup, je le crée. Du coup, je le vérifie. Comme je le vérifie, j'y suis encore plus attentif et ça l'amplifie. Mécanisme qui fait que mon attention, maintenant, va être focalisée sur le phénomène. Avec plein de variantes. Tu n'as pas besoin d'être surpris par ta main qui est attirée sur le côté. Elle est marrante, celle-là. Comment réagir à une phrase comme ça? J'ai pas besoin d'être surpris de quoi? Ma main est attirée sur le côté? Et hop, du coup, je crée le phénomène et à nouveau, et puis du coup, je vais être surpris. Puis comme j'ai pas besoin d'être surpris, je vais me focaliser sur l'idée de ne pas être surpris. Mais c'est trop tard, du coup, j'amplifie encore le phénomène, etc. Vous voyez comment on détourne l'attention, comment on joue avec l'attention. Autre exemple, quand je posais une question qui était une question un peu piège, qui était « Est-ce que votre main va être attirée plutôt sur le côté vers le bas ou vers le haut ?» Alors, c'est compliqué parce qu'on a envie de répondre à une question. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui reçoit cette suggestion. Je suis comme ça, puis on me dit « Est-ce qu'elle va être attirée vers le haut ou vers le bas ?» Je suis obligé de sentir, en fait, je suis obligé de créer le truc pour vérifier. Parce que j'ai envie de répondre à cette question. Et c'est intéressant parce que pour tous, il y a une petite direction différente à ce moment-là, vers le bas ou vers le haut. Et moi, personnellement, que ce soit vers le bas ou vers le haut, ça ne change rien. Mais ça active le phénomène. Pour toi, c'était intéressant parce qu'immédiatement après ça, après le hop, ça s'est amplifié. Comme si l'autorisation de ça avait autorisé le reste du phénomène. Donc c'est là aussi qu'on voit qu'on va piéger le mental de la personne. Et on va du coup lui faire vivre une expérience qu'elle n'aurait pas vécue si elle avait juste voulu la vivre ou si elle n'avait pas voulu la vivre, évidemment. Autre forme de suggestion que j'ai utilisée, et c'était une variante de ça, c'est je me demande si vous allez être surpris de cette sensation que la main est attirée vers le côté. C'est une question que je me pose pour moi, mais c'est une question rhétorique évidemment, parce qu'on se demande aussi la même chose, est-ce que je vais être surpris d'eux? Du coup on se focalise sur l'idée d'être surpris et plus sur l'idée que la main va être attirée sur le côté, et comme on n'y pense plus, ça se fait tout seul. Manière de couper l'attention aussi. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'un hypnotiseur, qu'est-ce qu'il tente de faire? Il tente de faire vivre quelque chose à quelqu'un qui n'est normalement pas possible dans la réalité. Un hypnotiseur, c'est une forme de magicien, mais pas un magicien qui a des appareils et des trucs, qui a des jeux de cartes ou des pièces, ou des balles ou ce qu'on veut. C'est un magicien dont le terrain d'expérimentation, c'est l'imaginaire de l'autre. C'est le cerveau, on pourrait dire aussi, pourquoi pas. Le truc, c'est que la plupart des gens pensent que la réalité est tangible et reproductible, matérielle et immuable. Je crois que ce que je vois existe, je crois que ce que j'entends existe, je crois que ce que je ressens existe. C'est faux, hein? On est d'accord? Enfin, dans une certaine mesure, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis jamais sûr de voir la réalité. Je vois une réalité qui est interprétée par mon cerveau. En fait, nos yeux captent de l'information, le cerveau la transforme, et on ne sait pas à quel point il la transforme. Et pour chacun, il la transforme un peu différemment.
Ce qui fait que bien sûr, je te vois, puis si tu la regardes, on voit la même personne, et si on doit te dessiner, on va presque te dessiner de la même façon. Mais pas exactement de la même façon. Et même si on te photographie, on ne te photographierait pas de la même façon parce que notre regard influence quelque chose. Et si on devait te décrire, on ne décrirait pas la même personne non plus. Parce qu'on va avoir des points de vue un peu différents et on aura valorisé ou moins valorisé certaines choses. On aura tous un point de vue différent, mais ça va encore plus loin parce que nos sens sont limités, on ne perçoit qu'un certain spectre de couleurs, on ne perçoit que les formes d'une certaine façon. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas parce que nos yeux ne sont pas aptes à voir certaines choses. Et il y a surtout plein de choses qu'on modifie. C'est anecdotique, mais vous savez par exemple que nos yeux voient à l'envers et que c'est notre cerveau qui remet ça à l'endroit. Ça montre à quel point il modifie l'image quand même, parce que normalement je devrais vous voir les pieds en haut. Et sans doute que petit enfant, je vous ai vu les pieds en haut, puis qu'il y a un truc un jour qui a corrigé en disant que c'était quand même beaucoup plus pratique de l'autre côté. Et qu'on est tous passés par là à une époque de notre vie, mais on ne s'en souvient pas spécialement. Voilà, puis dans les anecdotes aussi qui sont amusantes, vous savez qu'on a 2 points visibles dans le champ visuel, qui sont de l'autre côté du nerf optique. Il y a des points visibles, en fait, il y a des trous normalement. Si on voyait la réalité, on aurait 2 trous, par là à peu près. Bon, mais on n'a pas 2 trous. Enfin, on les a, mais il y a un truc en nous qui complète. Notre cerveau est capable de compléter l'information. Là, ce sont des éléments très pragmatiques, mais ça existe aussi par rapport à d'autres filtres qu'on a, nos croyances, nos idées, nos a priori. On sait qu'on voit ce qu'on a envie de vérifier, parfois parce qu'on a une idée. On sait qu'on ressent ce qu'on croit qu'on va ressentir. C'est là que le placebo est fascinant, parce qu'il nous apprend qu'on va modifier notre réalité en fonction de nos croyances. Alors un hypnotiseur, il sait tout ça, il l'étudie particulièrement, et surtout après il se dit, une personne a une certaine construction de la réalité. Et mon rôle d'hypnotiseur, c'est d'amener cette personne à lâcher temporairement cette construction de la réalité pour aller vivre une autre construction de la réalité. Et cette autre construction de la réalité, elle peut être déjà étonnante. Si on fait qu'un spectacle, on va se satisfaire de l'étonnant. Mais si on est accompagnant, on va s'apercevoir que ces autres perceptions de la réalité, elles sont des terrains d'expérimentation, des terrains de liberté, dans lesquels les gens peuvent vivre des choses qu'ils ne vivent pas d'habitude et les ramener ensuite vers eux-mêmes. Et c'est là que l'hypnose devient une hypnose d'accompagnement. On aide les gens à aller vers des changements, à transformer des choses dans leur vie. Mais il y a besoin de faire éruption à quelque chose de magique, entre guillemets. Alors je dis magique, je mets entre guillemets parce qu'il n'y a rien de magique au fond, mais vu que ce n'est pas habituel pour moi, ça va me sembler magique. Mais comme un tour de magie, on sait tous qu'il y a un truc, ça nous semble magique quand même. Ça nous semble étonnant. Si à un moment donné j'ai un objet dans ma main et puis qui disparaît, je me dis tiens, c'est magique, je sais qu'il y a un truc, je me doute que c'est du travail derrière, je me doute que c'est travaillé, que c'est répété, etc. N'empêche que c'est magique quand même, c'est joli à voir, c'est étonnant. Et ça me rappelle que mes sens peuvent me tromper notamment. Je trouve que c'est un des grands intérêts de la magie, c'est de se rappeler que nos sens peuvent nous tromper. Que quelquefois on peut se laisser avoir, qu'on peut détourner notre attention, qu'on peut modifier notre rapport au réel. Mais là, nous on va encore plus loin parce que c'est concret. Si par exemple j'anesthésie ton bras, c'est super concret en fait, parce que si je te pince après, tu vas rien sentir. Et là on peut être troublé parce qu'on se dit, attends, la pièce qui disparaît, je vois le truc. Mais est-ce que mon corps est capable, après des mots qu'on m'a prononcés, de ne plus du tout me faire sentir mon bras? Ça, souvent, on ne le sait pas. C'est très simple, c'est très logique, mais on ne sait pas qu'on est capable de faire ça. Alors faisons une petite expérience pour continuer un petit peu. Je vous expliquais un petit peu les suggestions et je vous disais, l'idée, c'est de laisser une porte s'ouvrir dans la logique habituelle de la personne pour que, potentiellement, quelque chose d'inhabituel et d'étonnant commence à apparaître. Tu veux bien qu'on continue un peu l'expérience de tout à l'heure? Si ça te tente, hein. Ça te tente de venir là quelques minutes? Il faut que tu signes une feuille, une sorte de testament sur... Bon, normalement, ça se passe bien après. Hein. Et alors, on va continuer un petit peu l'expérience parce que j'aimerais vous montrer cette idée de ce que je vous ai expliqué là, c'est-à-dire faire éruption à quelque chose d'étonnant dans la vie de quelqu'un, quelque chose qu'on ne croit pas être capable de vivre. Maintenant, il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on ne croit pas être capable de vivre ça parce que dans notre société, on n'est pas éduqué à ça. Mais il n'y a rien, encore une fois, de magique à tout ça. Ce ne sont que des mots, ce n'est que notre imagination. Ce ne sont que des capacités qu'on a tous et qu'on peut très bien apprendre à découvrir et à accompagner. Ce qui se passe dans le cerveau, c'est extrêmement logique hein, dans ces cas-là. Et en fait, vous allez voir, il s'agit à un moment donné d'amener la personne à prendre des capacités qui d'habitude sont dans le rêve, par exemple, et à les ramener dans la réalité. C'est à peu près ce qui va se passer subjectivement dans l'esprit de quelqu'un. Dans un rêve, tu vas vivre un truc étonnant et tu ne vas pas être étonné de ça. C'est au réveil, à la limite, que tu vas te dire « mais comment j'ai pu croire que c'était vrai ?» Ça vous arrive, ça, quelquefois? Vous rêvez d'un truc extraordinaire et vous y croyez vraiment. Et au réveil, vous dites « mais c'est pas possible que j'ai pu croire en ça. » Comment il n'y a pas un moment où je me suis dit « ce n'est qu'un rêve ?» Eh bien, c'est compliqué justement parce que dans le monde du rêve, on réfléchit à un niveau inconscient et pas à un niveau conscient. Et on va voir que là,
Tu t'appelles comment? C'est Laura. Laura, d'accord. Bienvenue, enchanté. C'était cette main-là, hein? Non, c'était celle-là, hein, tout à l'heure. Oui, d'accord. Elle te semble comment, cette main, maintenant? Je sais pas, elle est toute un peu sensible. Elle est encore un petit peu sensible. Ouais. L'hypnose a tendance à durer encore quelques minutes, souvent après la séance. On va faire une expérience. Tu sais que tout ce que je vais te dire est faux et pourtant tu vas le vivre. Ok. C'est un peu le... C'est étonnant parce que quand on fait une séance d'hypnose à quelqu'un, c'est ce qu'on pourrait dire quasiment au début. Tout ce qui va se passer dans ce cabinet de consultation est faux et pourtant ça va être vrai pour vous. Et ça va avoir une influence sur votre réalité. Mais si on voulait être encore plus logique, on devrait dire à quelqu'un, tout ce que vous vivez dans votre vie n'est ni vrai ni faux, c'est juste que vous avez l'habitude de vivre et nous, on va changer ses habitudes. Ça serait encore plus logique, je trouve, de dire ça. Par exemple, normalement, dans notre vie de tous les jours, on sait qu'il y a la gravité, puis que si on lâche un objet, il tombe. On est d'accord là-dessus? D'accord. À part si on sort de l'atmosphère, où là, ça peut fonctionner différemment. Mais sur Terre, en tout cas, il y a une gravité qui fait qu'un objet, il tombe et à une vitesse qui est assez logique et qu'on peut anticiper. Ce qui veut dire que si je prends ton bras et que je le lâche, normalement, il tombe. Oui, mais là, je les tiens. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Attends, on va tenter de le on fait refaire. comme T'es ça prête? Oui. Bon, à peu près. Mais c'est à peu près ça. Ok. Ça serait pas du tout logique que ton bras il tombe vers le haut. Dans une réalité onirique, c'est possible. Dans un rêve, c'est possible. Tu vois, Alice au Pays des Merveilles, quand elle tombe vers le haut. C'est le début même du rêve d'Alice au Pays des Merveilles, enfin du rêve. Est-ce que c'est un rêve? Mais on ne sait pas ce qu'il prenait, Lewis Carroll, je ne sais pas si c'était un rêve. Mais en tout cas, on sait que dans un monde onirique, il serait tout à fait possible de tomber vers le haut, il serait tout à fait possible de rétrécir ou de grandir, il serait tout à fait possible de vivre des expériences, d'être un autre corps, d'être un animal, d'être... enfin oui, toutes ces expériences sont tout à fait possibles dans le monde du rêve. Mais dans notre monde habituel, sauf pour un petit enfant qui va jouer avec ce genre de choses, qui va un petit peu être à la frontière entre réel et imaginaire, eh bien, pour un adulte en général, la frontière, elle a été posée quelque part. Et sauf à être un artiste et à jouer souvent avec cette frontière-là pour aller chercher sa créativité, pour aller puiser dans le monde inconscient, ben souvent cette frontière, elle est assez imperméable. Mais nous, on va essayer de passer tout doucement de l'autre côté de cette frontière. Si on prend la métaphore d'Alice au Pays des Merveilles, on va glisser de l'autre côté du miroir. Je sais pas si ça te... Ça me plaît énormément. Ça a l'air d'être Ah sympa. oui, bah oui. Alors, moi, je sais pas si j'imaginais un miroir comme ça, je mettais déjà la main de l'autre côté, tu vois, peut-être qu'elle serait un petit peu différente. Ok. On va prendre cette main-là parce qu'elle est plus proche, mais pour l'instant, oui, peut-être que l'autre, elle va suivre aussi. Hein. Souvent, les deux mains ont tendance à rentrer en transe de manière assez naturelle. Et on va s'imaginer quelque chose, c'est que dans les mains, on sait très bien qu'il n'y a rien, mais on va imaginer qu'il y a une sorte de matière, une sorte de matière assez dense, en fait, qui est une sorte de matière hypnotique. Okay. Tu vois, s'il y avait une matière hypnotique, s'il y avait une matière d'imagination et tout ça, elle serait là dans cette main. C'est à quelle couleur une matière hypnotique pour toi? Ça serait quelle? Moi, je la vois bleue. Tu la vois bleue, c'est très bien. Bleu et clair. Bleu clair, d'accord. C'est ma couleur. Très bien. Super, d'où le bleu. Alors, on va faire quelque chose. Je vais proposer à ta main de ressentir vraiment cette matière, comme si elle était enveloppée de cette matière un peu particulière. Et tu vas voir que dans cette matière, en fait, cette main, elle va commencer à réagir un peu différemment. Par exemple, elle va presque s'autonomiser progressivement. Cette main, elle va devenir de plus en plus autonome, comme si elle était dans sa propre façon de vivre son rythme, dans sa propre vie. Cette main, elle va commencer à bouger, elle va commencer à dessiner quelque chose, ou presque à communiquer avec ses mouvements, comme si chaque doigt devenait un peu plus indépendant. Et tu vas avoir l'impression, par exemple, que cette main, elle peut être attirée vers là, comme s'il y avait quelque chose dans cette direction-là. Ou peut-être qu'elle pourrait être attirée vers ton visage, comme si elle essayait de se rapprocher de cet endroit qui est toi. Et plus tu vis cette expérience, plus la main devient très fortement ancrée dans cet état hypnotique. Et tu peux sentir que c'est des mouvements de plus en plus inconscients qui se créent, comme si ce n'était pas tout à fait toi. Ça va être très étrange de vivre cette sensation-là. Et intéressant en même temps, comme si c'était une rencontre entre toi et une partie de toi qui d'habitude n'est pas exactement à cet endroit. J'aimerais poser une question à la partie inconsciente de toi qui est présente dans cette main et juste lui demander si elle est d'accord pour te faire vivre une expérience assez amusante. Et si c'est le cas, il y a un doigt qui va se soulever beaucoup plus que les autres. Comme si c'était une manière pour cette partie de toi de répondre à cette question. Comme ça, très bien. Super. Ce qui est étonnant à vivre, non? Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, c'est très étonnant à vivre. Hein. Une main qui commence à bouger toute seule, c'est... T'as vu la famille d'âme? Et d'ailleurs, en fait, c'est le fait d'avoir les yeux ouverts. Oui. Oui, les yeux fermés, souvent, c'est plus facile. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, tu es obligé de voir que... Voilà, c'est ça.
Et je Et propose... je la regarde ou pas? Oh, comme tu veux. Je fais ce que je veux. Ouais, puisque c'est étonnant, parce que enfin, Ah oui? quand je pratique, souvent je pratique mais avec les yeux fermés. Donc quand Tu fais de on pratique, l'auto-hypnose? oui, mais je suis D'accord. dans le cours Ah, d'auto-hypnose. Super. Voilà, donc Donc, tu as déjà vécu des expériences comme ça. C'est vrai que souvent, Oui. on a les yeux fermés et c'est très différent. oui, mais Souvent, les gens, les yeux fermés, font comme si ça n'existait pas. C'est des choses qu'on fait assez régulièrement dans les cabinets de consultation pour montrer aux gens qu'il se passe des choses. Souvent, ils font « Ouais, je sens le truc, ça va. » Mais si on leur fait rouvrir les yeux, souvent, ça fait ça. Puis un peu comme là, on n'ose pas trop regarder. On se dit « C'est quoi ces mains qui bougent, ces mains ?» Et le fait de le voir, parce que notre sens visuel étant souvent celui de notre raison, comme on se l'imagine en tout cas, eh bien, c'est très particulier à vivre. Oui. On va imaginer que cette main, elle a vraiment quelque chose à faire passer, quelque chose à dire, comme si c'était une rencontre avec cette partie de toi. Et je lui proposais maintenant d'aller vers le visage et d'aller toucher le visage. Et tu vois que c'est très étonnant d'avoir une main qui ne nous semble pas être la nôtre pendant un instant, qui va toucher le visage. Tu vois que le contact même est d'une nature qui est assez étrange parce que ça va être à la fois toi et pas toi. Je ne sais pas si toi tu seras d'un côté ou de l'autre, ou normalement tu es du côté du visage. Mais la main, pas sûr. Il y a souvent ces petits mouvements inconscients caractéristiques de quelque chose qui nous échappe justement. Oui, il y a quelque chose d'assez étrange dans le mouvement, quelque chose qui est presque une danse quelquefois, et parfois il y a des mouvements très fluides et très poétiques, parfois il y a des mouvements très saccadés, comme s'il y avait des tremblements. Et là on est plus dans ce cas de figure. On ne sait pas dire pourquoi les gens ont des mouvements d'une nature un peu différente, mais c'est des choses qu'on observe assez régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à un niveau inconscient, on ne va pas d'un point A à un point B par la ligne droite, souvent par un mouvement un peu détourné. C'est comment? oh, c'est bien, c'est beau, Ok. c'est agréable. On va aller encore un peu plus loin dans l'expérience. Tu vas imaginer maintenant, et tu peux fermer les yeux pour ça, que cette main, elle va comme aller attraper quelque chose devant toi. Comme si à un niveau inconscient, il y avait une idée, un rêve, un concept. Et la main, elle va être comme dirigée vers ça, comme si elle avait quelque chose à aller saisir, à aller prendre. Alors là, on n'est pas dans un objet d'accompagnement, on n'est pas dans un objectif particulier, mais c'est toujours intéressant de montrer que le fait d'avoir séparé par consciente et par inconsciente nous amène à pouvoir travailler sur des métaphores, à jouer sur des choses qu'on peut aller chercher en nous et tout ça. Et c'est ce qu'on fait souvent en hypnose. Pendant que tu fais ça, je donne quelques explications, mais imaginons quelqu'un qui dit je suis en train de réfléchir à quelque chose en ce moment, j'ai un choix à faire dans ma vie, etc. Peut-être qu'à un niveau inconscient, il y a déjà des connaissances, il y a déjà des ressources autour de ça. Et si on met une personne dans un autre état de conscience, peut-être qu'on peut lui demander d'aller chercher quelque chose métaphoriquement qui existe en elle. Des idées, des connaissances, des pensées profondes, des réflexions nouvelles. Et souvent, les gens reviennent avec des idées dont on peut parler après et qui sont extrêmement pertinentes. Alors là, il n'y avait pas d'objet avant, c'est juste pour que tu puisses vivre une expérience intéressante et stimulante. Et quand la main va se refermer sur quelque chose que tu as trouvé, il y aura sans doute une intense sensation, apaisante et agréable. Comme la sensation d'avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Alors la main va comme revenir vers toi, comme si elle venait déposer à l'intérieur de ton corps ce qu'elle a pu trouver à l'extérieur. Il y a des variantes de cette technique qu'on apprend aux étudiants quand ils sont... vous savez, quand des étudiants qui passent des examens et tout ça. Souvent on a les connaissances en nous, mais il suffit qu'on soit un peu paralysé par une intention d'examen pour qu'on se sente démuni de nos expériences. Et pour y avoir coaché beaucoup d'étudiants, des gens qui préparaient des concours et tout ça, qui avaient peur de ça, souvent c'est un petit exercice qu'on peut faire avant, c'est se dire tiens, je suis un peu stressé parce qu'il y a un examen, un concours et tout ça. Ben, je me mets un peu à l'intérieur de moi, je laisse ma main aller chercher toutes mes connaissances que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu entendre, toutes les réflexions que j'ai pu avoir, et les ramener vers moi. Et tout d'un coup, ça chasse le stress et ça ramène à tout ce qu'on a pu savoir. Notre mémoire, elle est souvent très disponible. Il se trouve que parfois, un état émotionnel ne nous aide pas à y accéder. Quand on fait ce genre d'exercice, on rétablit le lien. Souvent, après, les gens sont liés à leur capacité et à leurs connaissances. Mais on peut imaginer plein de variantes après de ça. Et puis, à un moment donné, tu vas pouvoir revenir avec cette expérience, avec ce que tu as vécu, reprendre une bonne respiration. Et puis, récupérer ta main quand même, parce que c'est quand même pratique d'avoir les deux pour le quotidien. Okay. Bonne expérience? Oui, bah oui. Ça a l'air. Oui, Okay. oui, bah, je n'avais jamais fait comme ça. Tu n'avais jamais fait comme ça? Bah, c'est une bonne première. Elle est là, ta main? Ouais, elle va revenir. Elle a l'air encore un peu... Ouais, je sais, ouais. Mais ça me prend un petit peu de temps. C'est bien. En même temps, tu as encore une bonne heure. Si vraiment oui. il y a encore un peu non, comme non, ça à la fin, on ça fait ira, quelque je chose. pense.
Oui, non, c'est... sinon, ça va. on peut faire une petite piqûre et tout va bien. Allez. Non, je plaisante. Merci à toi en tout cas. Je propose d'aller remettre le micro et, Oui, et merci ça va. beaucoup. Et tu peux récupérer la main quand tu veux. Ok. Alors encore un petit peu incertaine. Alors vous voyez, on joue un petit peu comme ça, mais souvent quand les gens voient ça, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais on ne comprend pas très bien le phénomène. Déjà, on peut se poser la question, et vous la posez peut-être, comment j'aurais vécu ça moi? Qu'est-ce que j'aurais ressenti? Puis c'est difficile d'imaginer, de ressentir qu'une partie de nous échappe. Moi j'aime beaucoup faire vivre cette expérience parce que c'est marquant en fait quand on le vit. On se dit là, je suis en train de vivre quelque chose que je ne savais pas être possible. Qui souvent relèverait plutôt de la folie quand on y pense. Une partie de moi qui m'échappe, souvent on vous dit ça à quelqu'un, tu sais, hier mon bras ne m'appartenait plus. Ça va? Tu te sens bien en ce moment? Tu as un peu de surmenage, un petit peu de... Je connais un très bon psychiatre. On va aller le voir, il est bien. Donc c'est vrai qu'on s'inquiéterait si quelqu'un nous disait ça dans la vie de tous les jours, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose comme ça. Pendant longtemps, les gens qui vivaient ça avaient l'impression qu'ils étaient possédés même. C'était souvent les choses qu'on retrouve dans les histoires quand on s'en renseigne sur les anciennes formes d'hypnose. Souvent, l'explication qui était donnée, c'était un agent extérieur qui venait prendre le contrôle de la personne. Un démon ou un autre, l'esprit de je sais pas quoi ou de je sais pas qui, un revenant qui venait... Enfin, vous voyez, c'était ce genre d'explication. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de théories qui ont été faites pour mieux comprendre ces phénomènes-là, qui nous parlent de quelque chose qu'on appelle l'agentivité. Est-ce que je me sens agent de moi-même ou non? Et si on y réfléchit bien, parfois on a des pertes d'agentivité. Et ça commence quand, par exemple, sur un trajet quotidien, vous ne faites pas spécialement attention par où vous passez pour y arriver. C'est déjà une certaine perte d'agentivité. Quand il y a, je ne sais pas, votre capacité à conduire, par exemple, en pensant à autre chose, légère perte d'agentivité, votre esprit est ailleurs, vos mains continuent à conduire, à faire tout ce qu'il faut. Et bien là, nous, on vient recréer ça, le cibler. Mais, particularité de l'hypnose, la partie consciente peut être présente et percevoir ce qui se passe. Parce que d'habitude, quand vous avez une perte d'agentivité, vous n'êtes pas là pour le voir, vous ne le voyez qu'à la fin. Je reviens. Mais là, on est capable d'être à la fois dans l'expérience et de comprendre l'expérience. C'est important de parler de ça parce qu'il y a un mythe dans l'hypnose qui est qu'on devrait être inconscient sous hypnose. Et vous voyez bien qu'on ne doit pas être inconscient sous hypnose. On est peut-être encore plus conscient que d'habitude puisque capable d'accepter qu'une part qui d'habitude nous échappe, cette part inconsciente, puisse être présente et qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse même la questionner, cette part-là, pour essayer de savoir comment elle fonctionne. Donc l'hypnose, je pense, est plus une manière d'étendre notre capacité à être conscient d'eux, plutôt qu'une réduction de notre capacité à être conscient d'eux. Alors c'est là que ça devient génial. Je reprends un peu mon petit historique comme ça, mais il y a des gens qui commencent à découvrir ce genre de phénomène, et qui comprennent que ce n'est peut-être pas un élément extérieur, que c'est peut-être pas... un esprit ou quelque chose comme ça, mais peut-être que c'est à l'intérieur de nous que notre esprit est partagé. Qu'on n'est pas une seule personne monolithique, qu'on ait peut-être plusieurs possibilités de nous-mêmes à l'intérieur qui cohabitent. Et quand on commence à considérer l'humain comme ça devient intéressant puisqu'on s'aperçoit que dans la plupart des gens, il y a des oppositions, il y a des conflits intérieurs, il y a différentes parties qui ont différents points de vue. Et que ces parties, on les relie à des parties du cerveau, pourquoi pas, qu'on les relie plutôt à des stades de notre éducation et de notre développement, pourquoi pas aussi, qu'on les relie à tout simplement différentes aspirations qui peuvent cohabiter, voire des valeurs qui peuvent cohabiter à l'intérieur de nous. Et tout ça est sans doute vrai. Il se trouve qu'on est tous un petit peu partagés, morcelés. Et que c'est normal, il n'y a rien de pathologique dans tout ça. C'est logique qu'une partie de moi ait envie de quelque chose et qu'une partie de moi n'ait pas envie de cette chose-là. C'est logique qu'une partie de moi crée quelque chose qui me semble déplaisant, mais peut-être qu'elle a des raisons de faire ça. Et peut-être qu'une autre partie de moi a envie de s'en sortir et elle a sans doute des raisons de faire ça. Et là, ça a été le début de l'hypnose d'accompagnement, qui a même été à l'origine du mot psychothérapie, puisque ce sont des hypnotiseurs qui ont créé ce mot-là. L'idée qu'en étudiant les dynamiques intérieures d'un individu, on allait pouvoir l'aider à transformer des choses dans sa vie. Cette idée-là, elle a... alors je crois que le mot psychothérapie qui a été inventé par Bernheim, ça doit être dans les années 30, il me semble, si je me rappelle bien, 1930. À vérifier, j'ai plus le... Mais c'était un sous-titre d'un de ses livres. C'était un néologisme, la première fois qu'on employait ce mot-là. Et la première définition de la psychothérapie, c'était l'action des suggestions sur le mental. Intéressant. Historiquement, quand vous rencontrez un psychothérapeute qui vous demande si l'hypnose est une psychothérapie ou non, en fait, il faudrait inverser la proposition. Est-ce qu'il existe une psychothérapie non hypnotique? Et au fond, je ne suis pas sûr. Mais ça nous a permis d'envisager les choses différemment. Avant ces idées-là, on pensait que l'hypnose consistait à mettre quelqu'un dans un autre état de conscience, à l'endormir, puisqu'on croyait aussi que c'était une forme de sommeil à cette époque-là, ou un état apparenté, puis à lui suggérer de changer. Changez maintenant. Puis à le réveiller. Vous fumez? Très bien. Dormez. La cigarette disparaît de votre vie. Réveillez-vous.
avec toutes les variantes. Vous êtes dégoûté du tabac, vous oubliez que vous avez fumé, enfin, des suggestions très directives, et on impose un changement à quelqu'un. Alors ça a existé, enfin, ça a cohabité avec d'autres formes, mais on voit les dernières traces de ça avec Freud quasiment. Freud a encore appris une hypnose comme celle-là. Une hypnose où on suggère le changement, où on impose le changement. Maintenant, pour la plupart des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, c'est ça qu'ils imaginent. Les gens imaginent qu'ils vont venir voir un hypnotiseur qui va lui dire « je prends ta phobie et je l'enlève et maintenant elle est partie ». Ou je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, il y a un lapin qui va... Non, il y a une émotion qui va venir. 1, 2, 3, l'émotion vient. Ou à 2, 3, les mains sont collées. Mais ce merde d'aujourd'hui. Et les gens croient que c'est ça l'hypnose, on ordonne le changement. Mais en fait, pas du tout. L'hypnose a commencé à se renouveler pas seulement dans la compréhension de la suggestion, mais aussi dans la compréhension de l'accompagnement. Quand on s'est dit, finalement, l'hypnose ne consiste pas à enlever un problème, l'hypnose consiste à rééduquer une partie de nous. Et finalement, l'hypnose est peut-être même plus de la rééducation que de la psychothérapie quand on y pense. En tout cas, dans la définition moderne de la psychothérapie. Je vous donne un exemple. J'ai une partie de moi qui veut changer quelque chose. Par exemple, enfin, les gens disent pas ça. Ils disent « je me mets en colère, je ne veux plus me mettre en colère ». Ok, ça vous parle comme... vous connaissez sans doute tous quelqu'un qui en a marre de se mettre en colère, non? Remplacez colère par autre chose, hein, si vous voulez. Je ne veux plus être stressé, je veux qu'on m'enlève le stress. Je pense à ça, j'ai reçu un mail l'autre jour d'une personne qui m'a dit « est-ce que vous pouvez m'enlever le stress ?» C'est radical, hein, la réponse à ça. Oui, ça s'appelle la mort, un état sans stress. C'est horrible cette idée d'enlever le stress, non? Bon, prenons l'exemple du stress, c'est parlant. Quelqu'un dit « j'ai du stress, je veux enlever le stress ». Ok, très bien. Mais est-ce que c'est sain d'enlever le stress, à votre avis? Ah non, c'est plutôt un bon truc, en fait, quand c'est bien utilisé. C'est pas mauvais, le stress. C'est juste quand on en a trop, ou quand il nous envahit, ou quand il est permanent, ou quand on ne sait plus quoi en faire, ou quand... Mais a priori, un stress, c'est une bonne réaction du système immunitaire, c'est une bonne réaction de survie, c'est une réaction de protection, ça a une utilité, et ça a même des conséquences positives quand c'est bien géré. On en a juste fait un gros mot aujourd'hui. Mais par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une voiture qui vous fonce dessus dans la rue, eh bien, avoir une réaction de stress, c'est peut-être ce qui vous sauvera la vie, en fait. Donc c'est pratique, c'est super. C'est quelqu'un qui traverse au milieu de la rue sans regarder, puis qui d'un coup se dit « oula, j'ai fait une bêtise », c'est trop tard. Quelqu'un qui a une bonne réaction de stress et le corps qui directement par un réflexe va essayer d'évacuer la zone, à mon avis, c'est mieux. Donc quelquefois, ça peut être très très positif en fait ce truc. Ça dépend comment on le vit. Eh bien avant, on pensait qu'il fallait enlever le stress, donc sans doute qu'il y a quelques dizaines d'années, il y a des gens qui auraient répondu à cette personne « pas de problème, dormez ». Et maintenant, le stress s'en va. Réveillez-vous, vous n'aurez jamais plus de stress. Heureusement, rassurez-vous, ça ne marche pas bien de faire ça. Hein. En fait, il y aura sans doute une résistance qui va venir. Une résistance parce qu'il y a bien un truc à l'intérieur qui fait « mais qu'est-ce que c'est que cette suggestion ?» Il n'y a aucune bonne raison de vivre ça. Alors ça marchera peut-être un jour ou deux, ça marchera peut-être une semaine ou deux, mais il y a bien un truc à un moment donné qui va contrecarrer la suggestion. Et Freud, à l'époque, disait que l'hypnose telle qu'elle était pratiquée à cette époque-là ne tenait pas dans le temps la plupart du temps. Il avait bien raison. Et heureusement, puisque pratiquer comme ça serait dangereux, en fait. Les hypnotiseurs se sont dit, et c'est vrai aussi dans d'autres disciplines, ce qu'il faudrait, c'est que cette personne aille rencontrer la partie d'elle qui crée du stress pour comprendre pourquoi elle le fait. Du coup, qu'elle arrive à comprendre cette partie d'elle et à dialoguer avec, et à partir de là, voir comment élaborer une nouvelle solution aux situations qui se présentent. Est-ce qu'on peut mieux vivre certaines situations et faire évoluer la réaction? Par exemple, si j'ai un stress qui est beaucoup trop important dans une réaction, il y a peut-être une partie de moi qui veut me protéger. Je vais aller dialoguer avec cette partie de moi pour qu'elle n'ait plus besoin de me protéger autant que ça, mais qu'elle continue à me protéger sur d'autres choses quand même. Je ne vais pas renier ce qu'elle fait, je vais la rééduquer, je vais la transformer, je vais la faire avancer. Alors tout d'un coup, on ne met plus les gens sous hypnose pour qu'ils s'endorment, on met les gens sous hypnose pour qu'ils s'éveillent à eux-mêmes. On ne met plus les gens sous hypnose pour qu'ils oublient, on met les gens sous hypnose pour qu'ils puissent explorer leur fonctionnement, pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. On est vraiment dans une technique de connaissance de soi. Et l'hypnotiseur n'est plus quelqu'un qui crée le changement pour nous, c'est plutôt quelqu'un qui nous apprend à créer le changement pour nous-mêmes. L'hypnotiseur n'est plus qu'un intermédiaire entre nous et notre inconscient. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on le fait comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui quelquefois se dit « il m'arrive d'avoir une émotion qui me pourrit la vie ». Ah, ok, c'est quoi cette émotion? Il y en a pas plus. La pire de toutes, alors, si tu veux. Sensibilité. L'ultrasensibilité. Ça peut m'arriver, enfin, si ça m'arrive le matin, je peux passer une journée un peu pas bien. Ok. C'est arrivé ce matin ou pas?
Non, pas ça. Non, donc c'est une bonne journée, ça va. Est-ce que ça te tente qu'on fasse une petite expérience dessus? Ouais? Super. Alors je te proposais d'aller mettre un micro et de signer une décharge. Non, c'est juste un droit à l'image, hein, c'est juste pour qu'on puisse diffuser. À chaque fois, les gens, ça fait peur de signer une décharge. Ils disent, qu'est-ce que... À partir de maintenant, ton âme m'appartient. Mais moi j'ai signé, hein, c'est bon. T'as pas lu? Non, t'as pas lu de toute façon, donc c'est pas... on va faire une petite expérience. Alors je précise une chose, c'est que on ne fait pas une thérapie en 5 minutes. Et que même si cette expérience-là risque d'être assez probante et intéressante, ça ne veut pas dire que tout le travail est fait. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une dynamique d'utilisation de l'hypnose. Mais évidemment, dans un travail d'accompagnement, peut-être qu'on passerait plusieurs heures à travailler sur cette question-là. Peut-être que cette question serait liée à d'autres questions et qu'on aurait comme ça en cascade plusieurs formes de travail. Je précise ça surtout pour les gens qui nous regardent en vidéo, qui parfois n'ont que des extraits. L'accompagnement en hypnose, c'est un accompagnement à part entière. Et parfois, on prend du temps déjà pour connaître la personne qu'on va accompagner, on lui apprend à rentrer dans d'autres états de conscience. Et puis ensuite, on va avoir toute une stratégie qui permet aux praticiens de travailler sur différentes choses jusqu'au moment où la personne est dans une évolution qui lui semble utile dans sa vie. Alors si on travaille sur un point très spécifique, parfois ça va vite. Et il arrive qu'en une ou deux séances, on ait des résultats très intéressants. Mais quand on travaille sur des choses qui sont plus vastes, qui sont identitaires, eh bien souvent il y a besoin d'un peu plus de temps et de travail pour que les changements s'inscrivent dans la durée, dans une logique, qu'une personne puisse les vérifier aussi bout par bout, qu'on puisse recorriger, affiner. Et l'idée c'est d'accompagner quelqu'un dans une évolution d'étape de vie, hein, souvent, en hypnose. Tu t'appelles comment? Zineb. Zineb, d'accord. Bienvenue. Merci. Tu as l'air déjà dans un état un peu très focalisé. Oui, enfin, moi je me suis toujours intéressée à l'hypnose, Oui. mais je découvre plein de choses, plein de belles choses et j'ai été Super. impressionnée par, madame, et par la réaction en fait. Oui. C'est la première fois que je vois ça en face et du coup c'est D'accord. impressionnant. Mais c'est vrai que quand on ne sait pas, hein, on ne sait pas. En plus, les gens imaginent quelque chose avec l'hypnose qui est très vague et quand on le voit, on se dit tiens, c'est peut-être plus intéressant que ce que j'avais imaginé, mais ce n'est pas forcément ce que j'avais imaginé. Exactement. On fait une petite expérience. Tu as de l'ultrasensibilité, c'est ça? Oui. Ça se manifeste comment? Il va m'arriver peut-être de voir quelque chose et qui va peut-être juste voir quelque chose qui m'attriste ou D'accord. qui me fait de la peine pour quelqu'un ou quoi que ce soit et je vais être atteinte aussi alors que c'est bien mais des fois je me sens affectée par des événements extérieurs Oui. qui ne me regardent aucunement D'accord. mais qui Ok. m'affectent quand même dans ma journée. Ok. Voilà, donc C'est intéressant. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes hein, qui ont ce genre de choses et c'est des choses assez courantes. Quelquefois, on est très sensible à certaines réactions et puis on ne sait pas toujours pourquoi en fait. oui, c'est ça. On a deux présupposés en hypnose et tu me dis s'ils te vont. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, je trouve que ces deux-là sont un peu d'actualité dans ce que tu racontes. La première chose, c'est qu'a priori, toutes nos réactions ont une raison d'être. Même si on l'a oublié, même si ça ne nous paraît pas logique, il y a sans doute une logique de construction. L'idée derrière ça, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait par hasard en nous. Ça ne veut pas dire que c'est bon ou que c'est juste. C'est juste que c'est sans doute une réaction à quelque chose, à un apprentissage. En gros, ça veut dire qu'il y a une logique inconsciente à la plupart de nos comportements, et peut-être, croyance, hein, je n'en suis pas sûr, mais imaginons à tous nos comportements. Je pose cette idée-là parce que la manière dont on va travailler là-dessus fonctionne sur cette croyance-là. Il y a sans doute une raison d'être, il y a sans doute une logique derrière ça. La deuxième chose, c'est que notre cerveau est une machine à apprendre. Ça apprend super bien, notre cerveau, c'est quand même incroyable. Quand vous regardez un petit enfant qui apprend, avec quelle rapidité on apprend les choses, c'est juste émerveillant en fait, je trouve. Et en même temps, il a un petit point faible, notre cerveau, c'est qu'il aime bien créer des routines. Et qu'une fois qu'il a appris quelque chose et qu'il l'a mis en routine, lui ne reviendra pas dessus. Rarement. Nous, on pourrait revenir dessus, mais on ne nous apprend jamais à le faire. Du coup, la plupart du temps, ça ne se fait pas. Ce qui veut dire que quelquefois, il arrive quelque chose dans notre vie qui nous pousse à une réaction. Et cette réaction, elle peut devenir une routine. Et peut-être que c'est la bonne réaction à quelque chose, peut-être que c'est la moins mauvaise réaction à quelque chose, en tout cas dans nos connaissances à un âge donné. Parfois, il se passe des mois, des années, et des années ou des mois après, cette réaction n'est plus du tout d'actualité. Mais comme elle a été automatisée, notre cerveau continue à la redonner. Alors ce qu'il faudrait, c'est simplement rééduquer notre cerveau, c'est-à-dire aller à l'endroit où c'est stocké, où c'est habituel, où c'est routinier, et puis peut-être modifier un petit peu les choses. Mais pas les modifier arbitrairement, les modifier en fonction d'une sorte de rééquilibrage quelque part. Parce que cette sensibilité, ça peut être une belle qualité, j'imagine, dans certains cas. c'est pour ça que
j'en suis pas triste ou Oui. c'est pas grave, c'est la vie. C'est comme ça, je me suis habituée à vivre avec plus que changer, D'accord. que d'essayer de la changer. En même temps, qu'est-ce qui serait, de ton point de vue conscient, Mhm. l'état idéal par rapport à la sensibilité? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment vivre dans ce contexte-là? Vivre ou ne plus vivre? Enfin, Les deux, comme les tu deux, ok. ouais. Enfin, je sais que c'est une belle chose parce que ça Oui. me fait faire de belles choses et j'en suis heureuse. Oui. Mais je sais aussi qu'à un certain niveau, ça peut, enfin ça m'arrive aussi que ça prenne beaucoup plus de place sur moi-même et que Oui. donc du coup, bah, même si je fais quelque chose de bien, je ne suis pas bien avec moi-même et donc du D'accord. coup, ça biaise un petit peu tout le, enfin c'est plus quelque chose de bien, c'est quelque Oui. chose qui est un peu entaché par par quelque chose, enfin par voilà, il y a à partir du moment où où je ne comment expliquer ça? En fait, c'est à un certain niveau Oui. où on arrive et où il n'y a plus d'équilibre entre ce qu'on fait pour les autres et ce qu'on fait pour soi. Du coup, tu aimerais quoi par rapport à ça? Qu'est-ce qui serait vraiment bien? Euh, Peut-être ne pas réagir ne pas faire une overréaction D'accord. à des choses qui peuvent m'atteindre. Enfin, Ok. je veux dire, je suis forte, mais quand je vais voir quelqu'un, par exemple, qui dort dehors, j'ai envie de faire, je ne peux rien faire, j'ai envie de faire quelque chose, et donc du coup, bah, il va m'arriver vraiment de pleurer quand je vois quelqu'un parce que il n'est D'accord. pas bien. T'aimerais réagir comment dans ces cas-là? Qu'est-ce qui Bah, te semblerait réagir un juste? peu avec moins de sensibilité, avec moins Ok. de... C'est-à-dire peut-être ressentir quelque chose, mais pas ressentir aussi fort que ça, c'est ça? Voilà, c'est Ok. vrai, c'est ça. D'accord. Ça, c'est ce que tu aimerais à un niveau conscient. Alors, on va faire une petite expérience, Mhm. Zineb, c'est que bah, tu vas changer d'état de conscience. C'est OK? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Ça peut aller vite, hein, je te préviens, ça peut... Je veux pas devenir méchante. je veux- C'est un truc hyper rassurant, vous savez, dans un... je pleure très rapide. J'aime bien être rassurant avec les gens. D'une sensibilité incroyable et Mais ça va bien se passer. c'est Hein. exaspérant des fois. Ok. On va faire une expérience toute simple. Ok. Je vais prendre ta main Oui. et voilà, comme ça, je vais te demander de la fixer intensément. Ok, Mhm. aussi intensément que possible. Ok. Tu vas même fixer un point vers là, un peu Mhm. vers où tu veux, là, vers là. Et tu vas imaginer qu'il y a comme un lien qui va se créer entre les yeux et la main. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que la main va commencer à s'approcher du visage, tu vas sentir que c'est comme une légère pression, agréable, comme quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi. Et tu vas avoir l'impression de commencer à rentrer dans un autre état de conscience. Plus j'approche la main, plus ça commence à s'amplifier. Les yeux commencent à percevoir les choses différemment, la respiration se modifie. Et puis quelquefois, on ne sait même pas exactement pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ça s'amplifie naturellement. Et il y a des moments où on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on pense au moment où les choses se font naturellement. Plus la main va s'approcher, plus c'est intense, et quand la main va toucher le visage, tout le corps va se détendre très profondément, comme si tu plongeais profondément à l'intérieur de toi. Ça va détendre tout le visage, les épaules, le cou, et même quelque chose de plus émotionnel et de plus profond que ça. Au moment où la main touche le visage, c'est comme la sensation de plonger à l'intérieur de toi. Et ça peut être extrêmement agréable, comme s'il y avait un rêve qui commençait progressivement. Ce rêve, il peut amener le corps à osciller, à bouger, il peut amener les sensations à devenir assez présentes, comme si tu étais extrêmement réceptive à tout ce qui se passait pendant quelques minutes. Tu vas sentir à un moment donné que ton corps commence à respirer différemment, que cette main, elle est comme un peu collée au visage et que ça n'a plus vraiment d'importance. Tu vas sentir que la respiration devient plus profonde et il y a des sensations agréables qui peuvent commencer à venir. Ça peut être amusant, ça peut être beau, ça peut être comme être connecté à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et à cette sensibilité. Et on va imaginer qu'il y a une partie de toi qui est cette sensibilité, qui incarne cette sensibilité. Et je vais te poser des questions et tu peux garder les réponses pour toi. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours des réponses précises et parfois, en même temps, elles peuvent être évidentes. Si la sensibilité devait avoir un visage, si elle avait un corps, si elle avait un nom, si cette sensibilité avait une identité, à quoi elle pourrait ressembler. Et des images peuvent venir et des sensations peuvent venir. Et c'est comme rencontrer la personnification de ta sensibilité. Et quand elle est là, ça peut être très beau et très inspirant de voir cette partie de toi comme s'il était un personnage. Et tu sais que ce personnage est autant réel qu'imaginaire, autant intérieur qu'extérieur.
Et c'est comme si cette partie de toi était juste devant toi, juste là. Et je lui demandais de faire quelque chose, je lui demandais de te raconter son histoire. J'aimerais qu'elle te dise avec ces mots pourquoi elle a été aussi présente avec toi. Quel était son but jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'elle a pris autant d'importance à certaines situations, dans certaines époques? Et toi, en l'écoutant, en la recevant, tu peux vivre certaines émotions aussi. Comme être connecté à cette partie de toi, la comprendre plus intimement que jamais, plus profondément que jamais. J'aimerais qu'elle te dise aussi pourquoi elle a continué à être aussi présente, aussi souvent, dans toutes ces situations, celles que tu décrivais tout à l'heure et bien d'autres encore. J'aimerais aussi que cette partie de toi entende que toi, t'aimerais que certaines choses changent. Qu'elle continue à être là, cette partie-là, mais qu'elle puisse l'être un peu différemment dans certains cas. Et te dire ce qu'elle pense de cette idée. Et si elle est d'accord pour tenter d'être présente différemment dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, alors tu vas avoir l'impression de plonger beaucoup plus intensément encore dans cette expérience, comme si une porte s'ouvrait à l'intérieur qui t'amène vers la possibilité d'un changement. Et quand c'est le cas, il va se passer quelque chose d'autre dans le corps. La main va commencer à se soulever tout doucement. Peut-être même les deux, je ne sais pas. Comme si ce mouvement était un symbole de cette ouverture au changement à l'intérieur. Et toi, tu peux sentir qu'il se passe ça, et sentir que ce n'est que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus profond à l'intérieur de toi. Alors cette part de toi, elle va commencer à apprendre peut-être à te donner d'autres messages et d'autres émotions, à te protéger différemment et à toujours être présente quand ça sera utile et bon pour toi. Mais tout doucement, elle peut s'autoriser aussi à tester des changements. Et je lui proposais quelque chose. Je lui proposais pendant tout un mois, à partir d'aujourd'hui, pendant tout un mois de tester d'autres façons d'être et de faire. Et dans un mois, il y aura une forme de bilan inconscient qui va se faire, mais aussi un bilan conscient qui va se faire. Vers le 14 ou 15 février, tu repenseras à cette séance et tu regarderas tout ce qui s'est passé pendant un mois. Et tu te poseras la question, est-ce que c'était bon pour toi? Est-ce que c'était mieux pour toi? Et si c'est le cas, ce changement pourra durer. Et si ce n'est pas le cas, il pourra encore être testé, amélioré et affiné. Si cette partie de toi est d'accord pour ça, la main va continuer à s'élever jusqu'à rejoindre l'autre. Les différentes parts de nous-mêmes sont capables de se remettre en cause, d'avancer, de changer, de modifier. Juste si on leur laisse le temps, si on leur propose de le faire d'une manière utile et respectueuse de ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant. Et cette partie de toi peut sentir que ce ne sera qu'une évolution dans ce qu'elle est, qu'une manière de te servir encore mieux, de créer des choses positives pour toi, sans te faire perdre cette belle qualité de sensibilité que tu peux avoir. Peut-être même en t'amenant à l'apprécier plus qu'avant, puisqu'elle sera présente de façon plus juste pour toi. Parfois, quand on découvre l'hypnose comme toi, là, on peut se poser des questions sur la manière dont on vit les choses et
tentez aussi de garder un souvenir de tout ça pour le retrouver. Peut-être même pour pouvoir revivre des expériences comme celle-là par toi-même. Parce que c'est intéressant de sentir que, même si là tu es accompagné, on n'a pas toujours besoin d'être accompagné en hypnose. On peut aussi s'accompagner, changer d'état de conscience et explorer ce qui se passe en nous. Peut-être qu'un jour tu auras envie de retrouver cette partie de toi pour lui parler. Ou pour qu'elle continue à t'expliquer et à te parler d'elle. Et ça sera possible. Alors progressivement, je vais te proposer de laisser ce moment intérieur se créer différemment. Et ce qui s'est passé pendant cette expérience va rester en toi pendant que tu vas pouvoir te reconnecter à l'extérieur, au réel, à ce qu'on appelle réel habituellement. Te reconnecter à cette salle dans laquelle tu es, à tes mains, à tes bras, à tes yeux. Et puis prends une bonne respiration comme ça, rebouger un peu. Rebonjour. C'était comment cette expérience? C'était très très sympa. Ouais. Ouais, franchement très sympa. En fait, ça m'a fait prendre conscience de quelques trucs. Ça m'a touchée et en même temps, il faut que je fasse, j'ai juste compris qu'il fallait que je fasse du mien et que je donne du mien pour, que c'était possible d'une certaine manière de mettre de la sensibilité un peu partout et pas de la concentrer simplement sur des choses. Ok, d'accord. Mais franchement, c'était très sympa parce que j'ai fait un... quand vous m'aviez demandé de visualiser un petit peu cette part de sensibilité, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère qui est décédée il y a des années de ça. Ouais. Et c'est vrai que j'avais toujours admiré cette grande sensibilité. Ça m'a rappelé un petit peu comment elle... j'ai tout de suite fait le lien directement avec elle. Et donc c'est cette image un peu là c'est comme ça que je l'ai personnalisée en tout cas pour moi. C'est intéressant parce que c'est souvent ça les couches de construction qui nous constituent. On ne les a pas consciemment, mais parfois c'est des gens qui nous ont inspirés, des choses qu'on a voulu reproduire, des choses qu'on a captées. Exactement. Et parfois en se le disant, puis parfois on l'oublie des années après. Voilà. Parce qu'enfant on se dit « Ah, j'aime ça, j'aimerais être comme ça ». Puis on passe à autre chose, mais en nous ça a resté ce truc-là. Ouais, c'est ça. C'est super en tout cas comme expérience. Merci beaucoup, franchement c'était une belle expérience. Merci à toi, merci beaucoup. Je vous en prie. Je peux y aller? Oui, je te laisse... C'est assez joli ce qu'on vit dans une expérience comme ça. Ça reste de basique ce qu'on a fait là. Et dans une séance, parfois, on a des choses qui sont plus complexes, on va passer par d'autres phases de travail. Mais même en restant dans quelque chose de simple, je voulais vous montrer comment, dès qu'on change d'état de conscience, on libère notre imagination. Et parce qu'on libère notre imagination, on va faire des connexions qu'on ne fait pas d'habitude. Souvent, on est pris par notre quotidien, par notre vie, par ce qu'on a à faire, par la densité de nos journées, etc. Et il y a peu de temps, finalement, où on se permet de prendre du recul par rapport aux choses et à se demander comment on fonctionne et tout ça. Puis c'est pas toujours facile de le faire seul et souvent quand on est accompagné, on va plus loin aussi parce qu'on va plus dans l'expérience, on s'autorise à aller plus dans l'expérience. Et l'idée de l'hypnose, c'est de modifier l'état de conscience et à partir de là, parce que c'est un autre état, parce que dans cet état on réfléchit différemment, on a d'autres connexions, d'autres associations d'idées, eh bien on va pouvoir penser à des questions de manière complètement différente de d'habitude. Alors vous voyez, on est parti de l'idée de créer un phénomène un peu étrange. Et on l'a reproduit un peu là, ce phénomène un peu étrange. Sauf que tout d'un coup, il était au service d'une expérience. C'était plus un phénomène pour un phénomène, c'était un phénomène pour passer cette frontière de l'état ordinaire à l'état modifié de conscience. Tu disais, j'ai jamais vécu cette main, c'est étrange de l'extérieur, donc on est parti un peu sur cette expérience pour que tu la sentes aussi, cette fois de l'intérieur, ce qui est très différent souvent. Et hop, tout d'un coup, ma main, elle bouge toute seule et il se passe quelque chose qui n'est pas moi et en même temps c'est moi. Et c'est toujours la question que se sont posées les gens qui étaient hypnotisés. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que c'est cette part de moi? Et longtemps, on l'a appelé inconscient parce que c'était un mot pratique, un peu fourre-tout. C'est vrai que c'est pratique de dire c'est inconscient. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est frustrant parce que ça ne veut justement pas dire grand-chose et que ça ne nous éclaire pas beaucoup. Mais en même temps, c'est ça. C'est bien quelque chose qui n'est pas conscient, en tout cas. C'est quelque chose qui nous échappe. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont essayé de théoriser ces idées sur nos parts inconscientes. Et le mot inconscient, du coup, est un peu moins utilisé. Il reste pratique d'emploi, mais en fait, si on veut être technique, si on veut être précis,
Il n'y a pas un inconscient en nous. C'est une impression de tout comme ça qui peut exister en nous, mais il y a en fait plein de dynamiques inconscientes, plein de réactions programmées, plein d'apprentissages, plein d'imagination. Et tout ça, ce sont des strates de construction. En nous, il y a une partie, par exemple, assez archaïque qui réfléchit dans l'immédiat. Et ça va nous donner des choix immédiats. Et nos choix immédiats, c'est parfois en contradiction avec des choix à long terme, par exemple. Eh bien, ce sont deux parties de nous qui s'opposent dans leur fonctionnement et qui, quelquefois, cohabitent d'une manière un peu complexe. Mon choix de court terme, c'est de me faire plaisir, et mon choix de long terme, c'est de mener un projet. Mais comme je fais toujours mon choix de court terme de me faire plaisir, je procrastine, et 10 ans après, j'ai toujours le même projet qui est toujours aussi loin. Et ça, c'est une typique du conflit qu'on peut avoir entre deux parties de nous-mêmes. Bah, si on prend cette idée-là, évidemment, notre cerveau est plutôt fait pour l'immédiat. C'est un peu plus sa fonction. Gérer l'immédiat, c'est quelque chose qui a été entraîné en nous pendant des millions d'années. Penser au long terme, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans notre histoire. Du coup, le cerveau, tout seul, il ne pense pas trop au long terme. L'idée de développement durable, bizarre pour le cerveau, c'est plaisir immédiat. Ça marche beaucoup mieux, en fait. Mais, et c'est vrai à l'échelle d'une année comme d'une vie, hein, pour quelqu'un. Vous avez remarqué, comme souvent, les gens font des vœux au début de l'année, prennent des décisions. Cette année, vous avez pris des décisions au début d'année? On va faire un petit sondage. Qui a pris des décisions au début d'année, qui s'est fait levez la main? C'est tout? D'accord. Qui a déjà dépassé, enfin qui a déjà cassé ses vœux de début d'année? Levez la main. Il y en a quand même qui n'osent pas tout à fait lever la main et tout ça, c'est amusant. Car la tradition se perd, hein, du coup, de prendre des bonnes résolutions. Il y a quelques années, j'ai l'impression que la plupart des gens le faisaient. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne lèvent pas la main, mais c'est intéressant parce que normalement, oui, le 15 du mois, en général, il y a déjà la moitié des gens qui n'ont pas tenu leur résolution de début d'année. Ce qui montre quand même, on est capable de se faire beaucoup de décisions à court terme, mais rarement à long terme. Et bien ça, on peut l'entraîner, par exemple. En hypnose, on peut entraîner quelqu'un à vraiment inscrire ses choix dans le long terme. Mais c'est pas facile consciemment. C'est plus facile si on passe par une partie de nous qui est capable d'envisager ça. Et qu'on la stimule, cette partie de nous surtout. Elle a besoin d'être stimulée, elle a besoin d'être bien présente et qu'on la rende présente, qu'on lui fasse de la place pour être présente. Ça fait partie des choses qu'on fait assez souvent en hypnose. Alors pour terminer un petit peu cette soirée, on est passé par différentes choses. On est passé par déjà essayer de comprendre le travail des suggestions. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, c'est très riche. Après, là, je vous ai donné quelques exemples. Et vous avez compris que un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui allait stimuler notre imagination, avant tout. Qu'elle n'est pas seulement nous ordonner de faire quelque chose, qu'elle allait nous faire vivre une expérience. Un peu comme un conteur, il nous fait vivre une expérience. Je voulais revenir un peu sur cette part technique pour terminer la soirée. Quand on apprend à quelqu'un à faire de l'hypnose, moi je suis avant tout enseignant en hypnose et j'apprends cette méthode-là à différentes personnes. La plupart des gens l'apprennent pour l'accompagnement, mais après il y a des gens qui l'apprennent pour la pédagogie, pour la gestion de crise, pour la négociation, pour plein de choses après. Tout est très technique, mais cette technique elle est plurielle, elle est générale. Il y a une technique rhétorique de l'hypnose, la construction des phrases, la construction des suggestions. Elle est assez précise, cette suggestion-là, elle s'apprend, c'est vraiment une manière de parler particulière, c'est une grammaire différente. On a une manière de construire les phrases en hypnose qui va renforcer l'impact des suggestions. Mais il y a aussi quelque chose qui passe par l'hypnotiseur et par son corps. Et un peu comme un comédien va faire vivre un texte ou des mots, eh bien un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui va faire vivre sa suggestion. Par exemple, si je vous dis « détendez-vous de plus en plus, soyez de plus en plus détendu et la sensation que votre corps se détend très profondément », est-ce que ça va marcher? Pas très bien, je crois. C'est encore pire si je vous dis « et maintenant détendez-vous ». Sentez-vous extrêmement détendu, relâché, dans un état d'harmonie totale. On voit bien que ça ne va pas marcher. Hein. Si quelqu'un réagit bien à ça, c'est un prix Nobel de la suggestibilité. N'empêche qu'à une époque, les hypnotiseurs pensaient qu'il fallait parler avec le terpnos logos, vous savez, cette voix atone que les sophrologues ont gardée assez longtemps, mais qui sont en train de remettre en cause aussi aujourd'hui. L'idée qu'il faudrait parler avec une voix comme ça, qui est assez monocorde pour pas... Alors l'idée, c'était de ne pas trop influencer les gens. Ce qui est absurde, puisque ça les influencera quand même, et mal, pour le coup. En fait, ça ne marche pas du tout, cette technique-là. On est revenu très rapidement à l'idée qu'un hypnotiseur, c'était un conteur. Et que, comme tout conteur, il doit savoir manier l'attention, les rythmes, la voix, la manière de parler. Et son but, c'est de capter l'attention. Parce que pour que la suggestion, elle passe, pour que tu puisses sentir que ta main devient légère, ou que ton corps est attiré vers l'arrière, ou qu'il y a du rire qui vient, ou que, je ne sais pas, tout d'un coup, tu as l'impression de sortir de ton corps, ou tous les phénomènes hypnotiques qu'on pourrait vouloir créer, des plus étonnants au plus simples, du plus fou au plus basique, eh bien, il faut déjà bien capter l'attention de quelqu'un, et ensuite manier son attention.
Donc pour ça, l'hypnotiseur il travaille son langage, mais aussi sa voix, et aussi sa posture, et aussi son rythme, et aussi sa respiration. C'est vraiment un travail très complet, en fait, où le praticien en hypnose, il est son propre outil. Et en tant qu'outil, il doit se forger lui-même pour que ça puisse fonctionner. Alors je vous donne quelques exemples pour ça, parce que c'est intéressant aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche ou qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. On l'a vu, une voix atone, ça ne va pas marcher. Et maintenant tu te concentres, tu es concentré sur ma voix, de plus en plus concentré sur ma voix, et tu ressens ta respiration va se détendre et se calmer. Ça n'a pas très bien fonctionné. On pourrait se dire, pour capter l'attention, il faut du coup être autoritaire. Ça, c'était la première réaction des hypnotiseurs. Ils se sont dit, il faut être de plus en plus autoritaire. Jusqu'à la caricature, quelquefois, des gens ont l'impression qu'ils nous hurlent dessus quand ils font de l'hypnose. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas dormir. 1, 2, 3, dormez. Bon, ça ne marche pas, je vais le faire plus fort. Dors. L'abbé Faria, à l'époque, c'était un hypnotiseur assez connu à une époque, pensait que si au bout de 3 fois, en parlant de plus en plus fort, ça ne marchait pas, la personne n'était pas hypnotisable. Le dormez, je le veux vient de là, et donc il le répétait 3 fois, la première fois normal, deuxième fois en hurlant, troisième fois en criant sur la personne. Bon, si ça ne marche pas, on passe au suivant. Après, on a commencé à comprendre qu'en fait, non, il faut laisser l'autre venir vers nous. C'est une forme on apprivoise en fait la personne. Si on fait une petite expérience avec ça, demandez-vous, est-ce que vous avez envie de venir vers moi quand je fais ça? Venir vers moi mentalement, hein, pas physiquement, mais ou est-ce qu'au contraire, ça vous repousse? Si je vous dis, je vais vous faire entrer dans l'état d'hypnose, est-ce que ça vous attire ou est-ce que ça vous repousse? Il y a des chances pour que ça repousse. Si je vous dis, je vais vous raconter une histoire, c'est attirant, non? Eh bien, c'est la même chose pourtant, mais ce n'est pas dit avec les mêmes mots. Et au niveau de la voix aussi, si je vous dis par exemple, je vais vous raconter une histoire, ça marche pas très bien, non? Si par contre je vous dis, je vais vous raconter une histoire, c'est un peu mieux, non? Donc on travaille la voix, on travaille la rythmique, on travaille la manière de faire passer les choses, et surtout, l'idée c'est de capter l'attention de quelqu'un sans jamais imposer quelque chose. C'est pour ça que la phrase la plus hypnotique du monde, c'est pas « dormez, je le veux », c'est « il était une fois ». Un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui a compris que l'hypnose commençait par raconter une histoire. Il était une fois, et la plupart des gens font. Parce qu'on adore qu'on nous raconte des histoires. Et je voudrais terminer par ça. L'être humain adore être hypnotisé. Je crois qu'on recherche l'hypnose tout le temps dans notre vie. Je pense que c'est pour ça qu'on va au cinéma pour ressentir un état hypnotique. C'est pour ça qu'on lit des livres, c'est pour ça qu'on écoute de la musique. C'est pour ça qu'on aime qu'on nous raconte des histoires. C'est pour ça qu'on danse, c'est parce que c'est hypnotique. C'est pour ça qu'on fait du sport, parce que potentiellement on peut changer d'état de conscience. Et les gens accros au sport sont des gens qui changent d'état de conscience en faisant du sport. Et les gens qui sont accros au dessin sont des gens qui partent en voyage en dessinant. Et les gens qui adorent écouter de la musique et les mélomanes sont souvent des gens qui sont très hypnotisables par les sons, la rythmique et la musique. Si on va au théâtre, c'est pour que le comédien nous hypnotise. Donc on aime tous être hypnotisés. Il n'y a qu'un mauvais hypnotiseur qui ne nous hypnotiserait pas en fait. Parce que n'importe quel artiste va nous hypnotiser si il n'a pas l'intention de nous hypnotiser, mais de nous capter. Et bien c'est pareil pour l'hypnose. Un hypnotiseur qui veut nous faire entrer sous hypnose est un mauvais hypnotiseur. Un hypnotiseur qui aime nous raconter une histoire est un bon hypnotiseur. Mais ça demande d'avoir conscience du rapport à l'autre, de l'écoute, de ce qui va faire monter l'attention. Je vous donne un dernier exemple avec ça. Si, par exemple, je commence à parler un peu plus bas et que je commence à changer la manière dont je parle, à respirer différemment, on va créer une autre écoute dans la pièce. Il n'y a quasiment plus personne qui bouge. Si j'accélère ensuite le rythme et que je commence à avoir une autre manière d'envisager les mots et que j'accélère un petit peu dans la prononciation et puis que j'appuie aussi sur certains accents, et bien ça va encore changer un peu votre écoute. Et si je reviens encore à parler un peu plus doux et je change encore de rythme, ça focalise encore un peu plus l'attention. Ce qui va modifier l'état de conscience, c'est les changements de rythme, c'est la manière de jouer sur différents niveaux d'intensité, c'est la manière de mettre des accents sur les mots. Et en fait, quand on commence à combiner tout ça, on s'aperçoit que les gens ont une attention qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et le but de l'hypnotiseur, c'est de s'apercevoir qu'à un moment donné, il est capable de tout d'un coup dire quelque chose de complètement nouveau, comme fermez les yeux et relâchez-vous. Et là, ça va passer, parce qu'il aura préparé le terrain à ça. En fait, il aura tellement capté l'attention que la phrase qui va venir après, la suggestion qui va venir après, elle va fonctionner. Si je reprends la petite séquence de tout à l'heure, je dis juste à une personne, quand ta main va toucher ton visage, tu vas rentrer sous hypnose. Mais si je le dis comme ça ne marche pas. Si par contre je capte complètement son attention, que je fais quelques suggestions pour travailler son attention et tout d'un coup je dis ça, ça va marcher. Donc un hypnotiseur, c'est quelqu'un qui met en scène notre imagination, qui met en scène les mots pour nous faire entrer dans une expérience.
Je vous disais tout à l'heure, tous les gens aiment rentrer sous hypnose, c'est quelque chose qu'on recherche, je le crois profondément. Ça ne marche pas quand on veut y arriver, ça marche quand on y arrive spontanément. Ça ne marche pas quand on se met la pression, ça marche quand on se laisse découvrir. Ça ne marche pas quand on est autoritaire avec nous, c'est comme si on nous disait « maintenant regarde ce film et tu vas trouver que c'est un très bon film, ça va bloquer ». Par contre, si la bande-annonce est bonne, normalement le film on va l'apprécier. Donc toute est une histoire de mise en scène. Et en fait, il n'y a pas de résistance à l'hypnose. Il n'y a que des mauvais chemins potentiellement pour y arriver. Puis après, ça dépend de chacun parce qu'on n'a pas tous les mêmes chemins pour y arriver. Quand quelqu'un est sous hypnose, on va l'aider à changer. Et là, il y aura d'autres formes de résistance. Si on force un changement, c'est à peu près pareil au fond. Si on force un changement, ça ne fonctionnera pas. Si on amène la personne à négocier avec elle-même, ce qu'on a fait là ensemble il y a quelques instants, eh bien, il y a quelque chose qui va commencer à se créer. Donc on pourrait dire que l'idée, c'est d'inviter les gens à un autre état de conscience, et puis après d'inviter les gens à négocier avec eux-mêmes, avec les différentes parties d'eux-mêmes. Et quand on fait ça, on peut amener les gens à des changements qu'ils n'auraient jamais imaginés avant, et à des expériences qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà un petit peu ce qu'on apprend à faire quand on fait de l'hypnose. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère déjà que vous avez passé un bon moment, que ça vous a appris des choses, peut-être à mieux comprendre ce qui se passait dans ces éléments-là. J'espère que ça a démystifié et puis que ça a donné peut-être envie de vivre des expériences, de tester. Plusieurs choses que je voulais vous dire pour terminer la soirée. La première, c'est que voilà, ces cabinets publics ont lieu à peu près tous les 15 jours à Paris. Si ça vous a intéressé, parlez-en autour de vous, que ce soit par rapport à notre chaîne YouTube pour que les gens puissent découvrir un petit peu. Et je trouve qu'il y a vraiment besoin de démystifier encore ces pratiques-là. Et voilà, si ça vous a plu, c'est peut-être l'occasion de faire connaître ça à des personnes qui ont encore une image un peu caricaturale de l'hypnose. Moi, ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est une belle méthode qui peut aider beaucoup de gens. Et tant que les gens croient que c'est un truc sulfureux ou une sorte de magicien déguisé, évidemment, c'est un petit peu gênant. Quand on commence à comprendre que c'est plus subtil que ça, je crois que ça élève des barrières en tout cas. Pour les gens qui s'intéressent à l'auto-hypnose, on a monté un programme en ligne qui a commencé il y a quelques temps, mais qu'on peut rejoindre, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez, qui est un programme où on apprend toutes les semaines des choses autour de l'auto-hypnose. En ce moment, par exemple, il y a un mois sur les émotions, il y a en général un thème par mois, et on apprend à investiguer les émotions, à voir comment elles fonctionnent. Par exemple, demain soir, il y aura un cours en ligne sur la manière d'aller dépasser certaines peurs, par exemple, pour voir comment ça fonctionne une peur, à quoi elle nous sert, et comment la dépasser. On a appelé ce programme psychonaute. Psychonaute, ça voudrait dire explorateur de l'âme. En tout cas, c'est un mot un peu poétique, je trouve. Comme il y aura un astronaute, on pourrait imaginer l'explorateur de la psyché, un psychonaute. Et on apprend des techniques d'auto-hypnose pour explorer ça. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, c'est sur notre site internet. Et puis pour les gens qui s'intéressent à la pratique de l'hypnose, voilà, l'hypnose c'est quelque chose qui s'apprend. C'est aussi ce que je voulais transmettre ce soir, que tout le monde peut apprendre ça, que c'est très logique. Ça demande du travail, comme tout. Ça demande d'être passionné, je pense. C'est un métier de passionné. D'être passionné par l'humain, d'être passionné par les choses illogiques dans l'humain aussi, parce qu'on est des êtres profondément illogiques, je crois, mais avec la capacité parfois d'explorer notre inconscient. Et cette capacité d'explorer notre inconscient, elle est à la fois très riche en termes de connaissance de soi, et aussi de remise en cause et de flexibilité. Et je trouve que c'est une pratique qui est magnifique aussi pour ça. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée. Vous pouvez revenir à un état de conscience ordinaire. J'espère que tu as récupéré toutes tes mains. Ça va. Elle est là. Et l'autre aussi, non. Merci à tous. Et peut-être à une prochaine fois avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup.